J'ai envie de commencer ce podcast un peu différemment et surtout d'expliquer pourquoi je t'ai invité dans ce podcast. Tu as 20 ans, à première vue, tu es jeune, même très jeune pour un entrepreneur, qu'on pourrait qualifier à succès, hem et tu corresponds pas forcément à la norme, heu et ton parcours pourrait sembler relativement récent. Alors pourquoi t'inviter dans ce podcast, Deep Talks où on cherche à discuter de sujets plus profonds et plus intellectuels? Eh bien parce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en réalité, tu as commencé l'entrepreneuriat, il y a un bon moment déjà, puisque tu as déjà commencé il y a 4 ans, à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, tu as un business à 5 voire 6 chiffres annuels, et évidemment, on va parler de ce que tu fais au quotidien. Mais j'aimerais te lancer tout d'abord sur les raisons qui t'ont poussé à te lancer si jeune, à y penser si jeune, au moment où tout le monde a un cursus classique au lycée, où tout le monde se dit que, on va suivre une voie assez classique. Tu as fait un choix différent. Et justement, je me demandais en préparant ce podcast, comment est-ce qu'il pense le jeune Ethan de 16 ans au moment de quitter l'école et de se lancer? Écoute, c'est un plaisir et qu'est-ce qu'il pense le jeune Ethan avant de quitter les cours et cetera? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dans la vie qui vont te modeler, on va dire, qui vont un peu formater ton cerveau à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les tiennes et à faire des choix qui ne sont pas forcément les choix que tu veux faire. Donc en fait, déjà, on est constamment, on doit constamment réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on doit faire et on réfléchit pas par nous-mêmes, on réfléchit par ce qu'on nous inculque en fait, ce qu'on nous inculque dans le cerveau en fait, ce qu'on nous dit de faire et ça, c'était un gros problème. Du coup, ce qu'il pensait Ethan avant de quitter les cours, c'était, «Je sais pas où je vais et je vais quelque part, mais je sais pas où je vais». Parce que c'est une décision qui n'est pas facile évidemment. C'est pas du tout facile de dire à tes parents: «Je vais quitter les cours». Tes parents qui te disent depuis que tu petit de continuer les cours, de faire des grosses études dans le commerce et cetera parce que c'est là où tu es bon. Quand tu pareil, tes profs le disent, quand tes potes le disent, quand tout le monde en fait te dit clairement: «Fais les cours». Quand le système en fait est fait pour ça, c'est compliqué. Donc Ethan, il avait peur, il était pas sûr de lui, il fonçait dans l'inconnu et il y allait en fait sans parachute quoi, c'est dans le vide sans parachute. C'est intéressant. Tes parents ont réagi comment à justement cette annonce de: «Je quitte l'école, je me lance»? Ah, les parents, c'est le plus gros challenge, hein. Franchement, dire vraiment OK, c'est un peu le boss final des jeux vidéo de lui dire à ses parents: «Je quitte les cours». En vrai, OK, ils étaient très, en vrai ça je vais pas te mentir, hein, si on doit vraiment dans le perso, il y a eu pas mal d'embrouilles par rapport à ça, que ce soit OK. avec mon père ou avec ma mère, un peu différentes, mais des embrouilles avec les 2. Où en fait, bah, on n'avait aucun point d'entente, on n'avait pas à se comprendre. Il y avait aucune compréhension de pourquoi je voulais quitter les cours, pourquoi, je faisais ça, en fait, pourquoi je prenais ces décisions alors que j'étais bon en cours, je travaillais bien, des bonnes notes. On me disait: «Vas-y, en fait, tu vas faire des bonnes longues études, quoi, un bon un bon BTS, un bon master et genre une licence, enfin, ça va être cool» et au final, ouais, mes parents, ils ont pas très bien réagi sur le moment. Ma mère qui est un peu plus émotionnelle, qui m'a dit: «OK, bah, en vrai, je te fais confiance, on va voir ce Mmh. que ça donne», hein, mais qui est quand même, sur ses gardes, juste, elle le dit un peu moins et mon père, franchement, c'était vraiment, «Tu fais de la merde, c'est un choix de merde. Je veux pas que tu quittes les cours. Je sais pas comment tu vas faire si jamais ton business, en gros, bah, si demain ton business, il foire, si tu fais pas de cash, si tu fais pas X euros par mois». J'ai déjà un dilemme à ce moment-là, en fait, parce que si tu fais pas X euros par mois, tu reprends les cours quoi qu'il arrive. D'accord. Donc tu as déjà pas un objectif, mais une contrainte de résultat, de la part de ton père principalement. Je trouve ça intéressant parce que du coup, dans un premier temps, il réagit vraiment en mode: «C'est un mauvais choix», mais il te laisse quand même le faire au final, ce qui est quand même, déjà hyper précieux. Hem, Comment est-ce que toi tu réagis à la réaction de tes parents? Est-ce que il y a un espèce de sursaut d'orgueil et de: «OK, faut que ça marche»? Est-ce que au contraire, ça te fait ni chaud ni froid et tu es juste concentré sur: «Je suis trop content de me lancer, il me laisse faire»? Comment est-ce que tu réagis justement à ça? Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai pas développé mon intelligence émotionnelle, hein, OK. à un niveau où je pouvais débattre avec des gens et bien m'entendre avec eux. Du coup, bah, quand Mmh. c'était juste en fait un conflit, quoi. C'était: j'ai raison, t'as raison, t'as raison, j'ai raison, j'ai raison». OK, Il y avait aucune compréhension. Moi, je les comprenais pas, eux, ils me comprenaient pas. OK. Mais je l'ai quand même fait, j'ai pris la décision et j'étais en mode non, en fait, dans tous les cas, qu'ils me disent vraiment, si les 2 pouvaient être devant moi et me dire: «Tu vas continuer tes études ou ce que tu fais, c'est pas le bon choix». Et j'étais déjà dans l'optique et je m'étais d'ailleurs, je m'étais formaté à penser comme ça et à croire comme ça depuis 1 an, en fait, avant de prendre la décision parce que j'avais déjà pensé en amont de comment ça allait se passer. J'avais eu la vision, en fait. J'ai dit: «Quoi qu'il arrive, je ne continuerai pas, en fait». Parce que j'étais pas du tout aligné avec ça. Donc j'allais Mmh. pas faire un choix qui n'était pas aligné et moi, dans mes valeurs, c'est hyper important de faire ce que j'aime et oui, des fois, il faut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Mais je pense que quand on n'a pas envie de continuer les cours parce qu'on a un potentiel projet qu'on peut développer, mais qu'on est jeune, qu'on a les moyens de le faire, qu'on est encore chez les parents, qu'on n'a pas de charges, bah, je pense que c'est le moment, en fait. Donc moi, je le Mmh. voyais vraiment en mode: «Non, OK, tu as beau me dire ce que tu veux,
je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais continuer mon projet et je vais quitter les cours. OK. Et alors, qu'est-ce qui motive cette décision de te lancer justement, très tôt et de quitter les cours très rapidement? En te disant, effectivement, les conditions sont les bonnes, mais derrière, qu'est-ce qui te, drive dans un premier temps? Je crois que tu m'en as parlé dans la préparation de ce podcast. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vraiment, façonne cette idée de: «OK, je vais me lancer et contre vents et marées, même contre mes parents, même contre leur avis, je sais que je dois me lancer» et d'où elle vient cette certitude? Cette certitude, elle vient du Ethan de 14 ans, même du Ethan de 8-9 ans en vrai qui avait déjà commencé des projets. C'est-à-dire que OK, moi l'entrepreneuriat ça a commencé très tôt, un peu l'époque, où tout le monde joue aux jeux vidéo et cetera. Je jouais aux jeux vidéo, j'étais comme tout le monde, hein, je suis un peu comme tout le monde et à ce moment-là, j'entreprenais déjà des projets, que ce soit, faire des lives, faire des vidéos sur les réseaux, faire de la création de contenu, faire de la compétition sur les jeux, entreprendre des projets pareil divers, vouloir créer des marques et tout. Plein de projets en fait, plein d'idées. Donc certaines idées qui se concrétisent, d'autres pas. Et en fait, au fur et à mesure des années, 14-15 ans, 16 ans, 17 ans, en fait, ça s'est accéléré et il y avait toujours, en fait, une suite à ce que je faisais. Même si je changeais de niche, que je faisais plus tout la même chose, il y avait toujours une suite, en fait. C'est-à-dire que le fait, d'avoir enfin, développé des projets à l'âge de 14 ans, ça m'a emmené sur d'autres projets à 15 ans sur d'autres projets à 16 ans et ainsi de suite jusqu'à maintenant, en fait. Jusqu'à maintenant où là, encore récemment, ma vision s'est encore plus renforcée. En vrai, je dirais ça vient vraiment du fait que à 14 ans, je me suis lancé dans quelque chose et j'ai eu des résultats. À 16 ans, j'ai commencé l'infoprenariat à vendre des services, en ligne dans le coaching OK, sportif et à partir de ce moment-là, j'ai eu des résultats et en fait, quand tu fais un premier mois à 3 000 € par exemple, je sais que c'est pas le but de parler forcément d'argent et que c'est pas ce qui me drive uniquement dans ma réussite, mais le fait de faire de l'argent et de croire que tu peux vivre de ce que tu fais, que ça fonctionne, que c'est possible, tu te dis: «Pourquoi en fait je ferais 5 ans d'études pour faire ce même chiffre alors que je peux le faire maintenant en faisant ce mmh. que j'aime?» C'est vraiment ça en fait, cette réflexion qui m'a fait dire: «OK, bah, Tan en fait, tu pas fait pour les cours et il faut l'accepter». C'est intéressant comme, vision de tu vois, tu partages pas du tout un avis, très sectaire ou très radical de, Heu, le salarié, c'est quelque chose de mauvais et d'ailleurs, c'est un avis qui est très régulièrement remis en avant par beaucoup d'entrepreneurs qui justement vendent des formations pour devenir entrepreneurs, qui te disent que, c'est horrible d'être salarié et que c'est ce que personne ne devrait faire. Or, c'est pas du tout ton avis, c'est plutôt nuancé. C'est-à-dire que tu t'es juste rendu compte que toi, c'était pas fait pour toi d'aller en cours et de suivre le cursus normal et que c'est OK de faire l'un ou l'autre et juste, le plus important, c'est juste de se rendre compte de ce qui est fait pour nous, en fait. Et la 2e idée qui ressort, c'est que j'ai sorti le mot que je voulais dire. Hem, Depuis tout petit, en fait, ce qui drive un petit peu cette idée de, «OK, je sais que je dois entreprendre», c'est le fait que tu aies beaucoup d'idées, que tu aies beaucoup de projets, beaucoup de trucs qui pop up. Même si ça change tout le temps, globalement, il y a toujours cette volonté de concrétiser une idée. Hem, Est-ce que tu as trouvé un espèce de fil conducteur à tous ces projets ou au contraire, est-ce que c'est complètement épars et tu as juste voulu tester plein de choses? C'est une très bonne question et au début, je voulais tester plein de choses et je sais pas quoi faire. Du coup, forcément, tu es dans l'inconnu et tu te dis: «OK, bah, je vais faire ça, je vais faire ça» et tu sais, quand tu commences, c'est ça pour beaucoup de personnes qui ont beaucoup de projets en tête, qui veulent faire beaucoup de choses d'ailleurs, le syndrome de l'objet brillant. Tu as la OK, motivation qui est au plus haut, la douleur qui est au plus bas. Tu te dis: «Putain, ça a l'air fou» et tu vas vers ça. En fait, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas faire ça. Tu arrêtes, tu vas faire ça. Ce qui est pas forcément bon, c'est pas forcément sain de changer constamment d'idées. Moi, les idées que j'ai essayé de développer justement, jusqu'à mes 16 ans, ça m'a pas emmené, quelque part, on va dire. Enfin, en vrai, si, ça m'a emmené quelque part, mais c'était pas vraiment très concret. C'était quelques mmh, chiffres, tu pouvais pas en vivre. Enfin, 14-15 ans, tu fais des petits 100 €, 200 €, 300 €, tu te dis: «Bon, en vrai, c'est cool», mais rien de concret et à partir de mes 16 ans, ouais, il y a eu un fil conducteur, carrément. Il y a eu un gros OK. fil conducteur où je me suis dit: «Là, ce que je fais, ça fait sens et ça va pile m'emmener ici» et j'ai eu la vision de ce que je faisais, ça va m'emmener ici et ensuite ça va m'emmener ici et après ça m'emmènera quelque part d'autre, encore plus grand. Mais en tout cas, je savais que ça allait m'emmener quelque part et qu'il y avait un fil conducteur à ce que je mettais en place. OK. C'est intéressant. Alors, j'ai envie de sortir 2 sujets. Le premier, c'est ce concept de l'objet brillant, que beaucoup de gens, retrouvent. Je tournais un podcast hier avec, Charles, mon associé, et on parlait du concept d'effet cumulé. Je pense que c'en est un concept que tu connais et globalement, ce que je vois, c'est que tu as eu le syndrome de l'objet brillant et après tu as appliqué l'effet composé, pour à partir de tes 16 ans jusqu'à aujourd'hui qui t'a mené à quelque chose de beaucoup plus concret et surtout avec beaucoup plus de résultats. Hem Pour, un peu comparer ces 2 éléments-là, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup tester de choses différentes, et justement, nourrir leur curiosité, un peu, au monde. On sortait en fait 3 profils et je suis vraiment intéressé à l'idée d'avoir ton avis, sur ces 3 profils. En gros, c'était le profil, hem
multi-curieux, qui teste vraiment toute chose, donc en fait, c'est le généraliste, si tu veux. Tu as le spécialiste, donc vraiment celui qui utilise l'effet composé et qui développe une expertise qui est très profonde, très puissante. Et tu as un nouveau type de personne, qui est en train d'émerger, qui est le polymathe. En gros, il va nourrir 2 ou 3 expertises et il va faire des connexions entre elles. Typiquement, je vais donner un exemple. Elliot Meunier, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup spécialisé dans, hem, heu, développer une activité et dans, récolter de l'information via Obsidian, tu vois? Le second cerveau et cetera et en fait, il a fait un lien entre les 2 dans un accompagnement dans lequel il apprend, en fait, à ces personnes-là à, nourrir une expertise via, un second cerveau Obsidian et donc du coup, créer leur business autour de ça. Et donc du coup, ça crée un espèce de polymath. Est-ce que tu as réussi un petit peu à identifier quel profil tu préférais être? Est-ce que tu étais plutôt un multicurieux, quelqu'un qui aimait tester plein de trucs et être très généraliste? Est-ce qu'au contraire, tu aimes être très bon dans un truc? Ou est-ce que tu aimes avoir deux trois expertises et les connecter entre elles pour faire un truc un peu plus cohérent et heu et spécifique avec, 2-3 expertises? Moi, je pense que je me considérais comme un multicurieux, OK. mais à la fois le troisième profil, et j'ai oublié le nom du Polymath? profil. Polymath, ouais, ça. Je dirais que je suis les 2 en fait, mais plus multicurieux. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, là, on sort du business. Le Mmh. business, c'est ça aussi, c'est ce qui se passe de mon côté. Multicurieux, bam, tu fais plein de trucs, tu ça à plein de choses et en général, tout le monde est comme ça. Mais à Mmh. la fois polymath parce que j'essaie toujours de trouver un lien, en fait, dans ce que je fais et c'est con, mais dans ma vie, j'ai plein de passions. J'ai beaucoup de passions et moi, je veux tout le temps faire plein de choses. Or, je sais que faire plein de choses, c'est pas forcément bénéfique. Donc des fois, je suis polymath, je dis: «OK, en fait, ce serait mieux que je fasse ça, que je fasse ça, que je me concentre plutôt sur ce que j'ai à faire ici». Mais à la Mmh. fois, le côté multicurieux qui revient et qui me dit: «OK, en vrai, fais ça, fais-toi kiffer, fais ça, essaye ça». Et c'est plein de choses qui me prennent du temps, de l'énergie, ce qui me permet justement enfin, ce qui m'enlève du focus et de l'énergie sur des actions qui sont plus concrètes, qui a un lien directement, par exemple, avec mon business. Mmh. Donc en fait, je dirais que je suis les 2 multicurieux, mais plus polymath. J'ai envie de creuser un petit peu et justement d'avoir peut-être un petit débat, sur la question. Je sais pas si c'est négatif ou positif, tu sais, par rapport à ton business, dans le sens où, hem, dis-moi si je me trompe, mais potentiellement, vu que ton profil aime justement être très curieux, en fait, cette partie de je dépense du temps dans découvrir des trucs qui ont peut-être potentiellement rien à voir, te donne une forme d'énergie, une forme de, OK, je kiffe vraiment ce que je fais au quotidien et le temps que je consacre à quoi que ce soit à mon business ou pas à mon business. Et je sais pas s'il y a une notion de positif ou négatif, dans l'idée de OK, je me défocalise un tout petit peu du business pour aller tester des trucs, parce qu'il y a potentiellement des apprentissages, que tu aurais pas eu en faisant vraiment que ton activité, mais qui vont te servir à l'activité de manière indirecte. Je sais pas, par exemple, typiquement, on en parlera plus tard, mais tu as un accompagnement notamment sur le business et je sais que tu as aussi une passion pour la calisthénie ou en tout cas le sport de manière générale. Les 2 sont pas intimement liés, mais en soi, et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent, beaucoup de sports, vont t'offrir des valeurs et des capacités mentales qui sont totalement réutilisables dans le business et je trouve c'est ça hyper important, tu vois? Il y a des gens, qui vont avoir une activité ou un business et qui à côté de ça sont très curieux, mais vont se brider, vont se dire: «Ah non, c'est une perte de temps d'aller tester des trucs». Je sais pas si c'est vraiment négatif en vrai, heu si ça manque de bénéfices d'aller tester les trucs et d'être curieux, je sais pas. Et ouais, j'ai aussi un avis assez partagé là-dessus, assez mitigé. Mmh. Parce qu'en fait, moi, ça m'a apporté du négatif comme du positif et OK, encore à l'actuel et même toi, je suis sûr que c'est la même chose, ça t'apporte et du négatif et du positif. Je prends bien sûr. l'exemple du négatif en commençant par le négatif, OK? Par exemple, des fois, tu sais où est-ce que tu dois aller, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, quel est le plan, quelle est la structure à mettre en place pour aller quelque part où tu veux aller. Peu importe l'objectif, peu importe, le chemin que tu veux prendre, la Mmh. manière que tu veux, choisir de mettre en place. Il y a un chemin, il y a quelque chose. Et souvent, tu vas t'intéresser à d'autres choses pendant que en vrai, tu sais ce qu'il faut faire, tu vas t'intéresser à d'autres choses et du coup, ça va négativement t'enlever du focus et de l'énergie que tu pourrais mettre sur cette chose-là principale qui fonctionne et tu sais qu'elle fonctionne, que c'est juste une question de temps et de régularité. Comme aller à la salle régulièrement et faire du sport régulièrement, enfin, si tu vas avec de la régularité, c'est sûr que tu prendras du muscle, même avec la pire méthode, c'est sûr à 100. Mais à la fois, bah, du coup, vu que tu veux faire d'autres choses, en fait, tu t'intéresses à d'autres choses, ça va t'enlever ce focus-là, cette énergie et du coup, tu auras moins de résultats. Mmh. Mais à la fois négatif, enfin, à la fois, du coup, positif parce que il y a des moments, bah, je prends l'exemple, du business, OK? Demain, moi, je suis un passionné de voyage et là, j'ai encore des voyages de prévus qui sont liés indirectement et directement au business et je sais pas vraiment si l'apport sera positif ou négatif. Donc c'est un exemple concret qui va se passer dans un mois et encore dans 3 mois, mais je sais que je vais apprendre des choses et par Ouais. exemple, bah, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu du cash, moi, c'est de partir en voyage seul. On y reviendra après, mais je suis parti en voyage seul et est-ce que c'était bénéfique de le faire?
Moi, j'étais là en mode: «Non, juste, en fait, spend 3 000 € parce que j'étais pas conscient, de ce que je pouvais apporter, de ce que ça pouvait m'apporter». Mais au final, j'ai tellement appris sur moi-même en partant Mmh. en voyage seul à l'âge de 18 piges avec, très peu d'argent. Le fait que j'ai rencontré des gens, que j'ai fait des choses seul, que je me suis juste, en fait, lancé dans l'aventure, bah, ça m'a appris plein de choses, tu vois? Donc à la fois, positif, à la fois négatif. En fait, ouais, c'est j'ai envie de te dire que il y a une phrase que j'aime bien sortir souvent. Je trouve que les avis et les gens et notre société manquent de nuances et du coup, j'aime bien en apporter. Hem Et pour le coup, c'est vrai que la nuance qui est apportée, c'est qu'en fait, c'est ultra propre à chacun. Il y a pas de vérité absolue, il y en a aucune. La vérité, c'est ta vérité, c'est ma vérité, c'est voilà. Pour moi, c'est ça la vérité et donc ce que tu dis là est très vrai, c'est-à-dire que, est-ce que c'est bénéfique ou pas de partir tout seul faire un voyage? Est-ce que c'est bénéfique ou pas de tester plusieurs sports alors que tu as un objectif sportif particulier? En vrai, bah, je veux dire, il y a pas de il y a pas de jugement de valeur, il y a pas de valeur morale derrière le fait de tester des choses. C'est plus, est-ce que tu te sens aligné avec le fait de le faire ou pas, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, si tu es un sportif de haut niveau et que tu vises, d'être top 1, probablement que de faire, 8 sports différents dans la semaine, c'est pas pertinent par rapport à ce que tu vises. Maintenant, est-ce que toi, tu te sens aligné avec ça? Ça dépend de ce qui est le plus important. C'est une question de priorité, je pense. C'est une question de, qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Mais ouais, c'est juste, voilà, il y a pas forcément de jugement de valeur là-dessus. Hem, En tout cas, hyper intéressant comme avis, plutôt nuancé au final. Hem, J'avais envie de te poser du coup la question, maintenant. Comment est-ce qu'il y a un switch à 16 ans quand justement tu décides de quitter l'école et que tu décides de te lancer? Cette espèce de maturité de: «OK, maintenant je veux focaliser sur un truc et j'ai une vision beaucoup plus claire sur l'avenir». Hem Comment est-ce que tu as eu cette maturité aussi rapidement? Est-ce que c'est justement le fait d'avoir testé beaucoup de choses avant et de te dire: «OK, maintenant c'est une vraie prise de décision et du coup, faut que ce soit un peu plus réfléchi et mûri»? Hem, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui font que justement, à 16 ans, il y a cette espèce de construction d'une vision plus long terme et potentiellement aussi plus mature, plus adulte, de: «OK, maintenant je me focalise sur un truc et je fais en sorte de l'améliorer sur, les années qui viennent», quoi? Bah, je pense déjà il y a plusieurs éléments, sans parler de l'argent que j'ai pu faire, il y a plusieurs éléments où j'ai drivé en fait même sans faire d'argent, en faisant 0 €, j'étais hyper drivé, heureux, content quand je faisais des choses, bah, qui me plaisaient Mmh. et ça me plaisait et en plus de ça, il y avait tout le temps des projets qui en découlaient. Donc en fait, même sans faire d'argent, j'étais archi drivé et je pense que le fait d'être drivé, on va y revenir après, mais c'est le plus important pour moi et quand tu es drivé, en fait, les résultats arrivent automatiquement et après, bah, justement quand j'ai commencé à entreprendre sérieusement, à lancer un vrai business et cetera, là, le déclic, et je vais pas te mentir, effectivement, c'est l'argent parce qu'on n'est pas moi, je suis pas drivé par l'argent, je suis pas: «Je veux faire du cash, faire du cash, faire du cash», mais c'est quand même significatif de ce que tu peux faire, ce que tu veux faire et où ça va t'amener et cetera et quand j'ai vu qu'en fait, je me rappelle encore de ces chiffres-là en décembre 2022 je crois ou 23 un peu moins que ça. En bref, en décembre où vraiment je lançais, quelque chose en ligne, une formation, un e-book, je sais plus c'était quoi déjà. Je me rappelle même plus parce que j'en sais plusieurs offres et cetera. Mais j'en sais un truc, je me rappelle, un produit et en une semaine en fait, j'ai fait à peu près 2 400 € et j'avais 16 ans. Donc c'est juste avant d'avoir 17 ans, tu vois? J'ai fait 2 400 €. J'étais en mode: «Mais c'est dingue de faire autant d'argent en si peu de temps». 2 400 €, c'est ce que, à ce moment-là, des gens que je connaissais qui étaient dans le salariat, qui avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus que moi, en fait, faisaient en l'espace de 1 mois et encore une fois, le salariat, c'est bien et moi, je dis à tout le monde: «Les gars, faites ce qui vous fait kiffer, en fait», parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont matrixés par l'entrepreneuriat: «Ouais, machin, toi, tu fais des 5K, 10K», mais on s'en fout de l'argent, juste fais ce qui te plaît, en fait. Parce que tu fais pas d'argent, enfin, peut-être que tu fais moins d'argent, mais tu supporteras pas la pression qu'on a ou peut-être le stress, plein de choses comme ça ou des problèmes à gérer, des décisions à prendre, totalement différents et du coup, ouais, quand j'ai pu faire de l'argent en très peu de temps, je me suis dit: je suis en mesure de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que si une fois tu as fait 2 000 €, bah, tu peux le répéter, c'est juste une histoire de volume après. Et si tu fais 3K, 5K, c'est la même chose. Et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, là, j'ai fait 2 000 €, 3 000 €, je vais avoir, 19 ans, j'ai 18 ans, je suis en terminale, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je continue ou est-ce que je fonce dans le vide?» Bah, je fonce dans le vide. Mais je fonce dans le vide en sachant que j'ai déjà fait des mois, en fait, à 3 000 €, même si à ce moment-là, j'étais dans une période instable où j'avais même pas encore stabilisé mon business, je savais que ça allait fonctionner. Je savais que j'allais faire du chiffre par la suite, je savais que quelque chose allait se construire, en fait. OK. Donc c'est l'arrivée d'argent en fait qui te dit enfin en fait qui te dicte de dire: «OK, maintenant j'ai un truc qui a vraiment marché, je et en plus de ça, ça me plaît». Donc cette espèce de notion, ouais, d'alignement entre, ce que le monde demande, ce pourquoi tu vas être payé et en même temps, ce pourquoi tu es bon et ce que tu aimes vraiment faire. Une espèce d'ikigai, que tu retrouves dans cette activité-là qui fait que justement tu dis: «OK, maintenant
je me focus là-dedans et je reste là-dedans. Hem, Suite à ça, est-ce que cette arrivée de chiffre d'affaires, elle a joué une certaine forme d'impact sur justement, ta manière de penser? Je te parle pas de croyance pour l'instant, je te parle plutôt de, est-ce que ton focus s'est refocalisé sur l'argent? On parlait l'autre jour, notamment, du piège du métier passion. C'est où tu lances une activité, sur ta passion et en fait les gens, vont définir, leur passion comme étant validée bien ou pas bien en fonction de si ça fait de l'argent ou pas. Est-ce que justement toi, il y a eu une phase où cette arrivée d'argent, soudaine, elle t'a un peu défocalisé de ce que tu aimais vraiment faire? Ou est-ce que justement tu as réussi à garder un peu cet équilibre-là entre j'adore vraiment faire ce que je fais, peu importe ce que je gagne ou pas? Carrément, ouais. J'ai eu un moment en fait où, bah, moi je suis pratiquant du coup de calisthénie Mmh. et je m'entraînais, intensément à haut niveau, donc je faisais des entraînements, 5-6 fois par semaine de 2 heures, sachant que, bah, les cours de 7h à 19h, j'étais pas chez moi, je rentrais en fait juste style training, business, cours. Vraiment ça pendant 2 ans, 3 ans, j'enchaînais et en fait, le fait de tout le temps faire des vidéos parce que j'avais une routine où tous les jours, tous les jours, tous les jours, je scriptais des vidéos, je montais des vidéos, je vendais des e-books, je faisais des e-books, je j'essayais de créer des choses en fait, différentes pages de vente et cetera. Ça m'a aidé, ça m'a appris des choses et c'est des leçons-là qui me servent encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais sur le moment, c'est vrai que le street, ça me dégoûtait un peu. Enfin, la calisthénie, le fait de pratiquer la calisthénie, ça me dégoûtait. Et du coup, la phase que j'avais où je progressais à 2000, en fait, je commençais un peu à régresser et à beaucoup moins progresser jusqu'au moment où j'ai stagné pendant 2 ans, jusqu'à maintenant, en fait, où, bah, je suis plus drivé par l'argent, où, ça a plus d'impact sur mon sport. Mais effectivement, le fait, d'avoir un business lié à ma passion, ça m'a empêché de progresser comme je voulais dans ma passion et ça m'en a un peu dégoûté pour être honnête. Jusqu'au moment où je me suis détaché justement du résultat que j'avais, du fait de trop m'entraîner et j'ai ralenti mes entraînements, j'ai pris un rythme plus sain, où j'avais vraiment un équilibre entre le business et le sport. Surtout que je savais que j'allais quitter les cours, donc il fallait quand même que je travaille, donc moins de sport, plus de business et c'est là en fait où je me suis dit: «Bah, en fait, moi je pourrais faire 10K, 20K, 30K par mois avec le street». C'est pas un problème parce que du coup j'étais coach en ligne, je me suis dit: «Je peux le faire sans problème, je sais que je peux le faire». J'ai plus de 100 000 abonnés, je fais déjà de l'argent, c'est logique, c'est la suite logique et malgré ça, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que là, j'avais une audience à 170 000 abonnés sur les réseaux et je l'ai quitté et j'ai lâché mes 2 comptes et j'ai recréé un compte. J'ai tout délaissé en l'espace de 24 heures, prendre une décision qui faisait peur, ça me faisait peur de faire ça et si je me rappelle, c'était avant le nouvel an, je me suis dit: «Il faut que j'arrête, en fait». Parce que c'était pas ça, en fait. J'avais beau faire de l'argent, c'était pas ça. Genre 3K, 4K, 5K par mois, oui, mais si tu es pas aligné et que tu aimes pas et que tu kiffes pas et que limite ça t'empêche de kiffer ta passion, qui est de base la raison pour laquelle tu as commencé, à quoi bon? Du coup, j'ai stop vraiment mon activité. J'ai un peu changé de cible, d'offre, de business, en fait, hein. J'ai changé de business model. Toujours de la même manière, avec mes compétences que j'ai développées, mais un peu différent, en fait. Et du coup, après, j'ai repris plaisir, j'ai recommencé et cetera. Donc oui, on va dire que ça a eu un impact, à la fois positif parce qu'il y a des leçons et à la fois négatif parce que ça a un peu dégoûté ma passion, mais on n'en tire que des leçons. C'était un impact, utile, si je le comprends bien comme ça et tu vois, je t'ai posé cette question parce que je sais que c'est des choses qui arrivent très régulièrement et justement c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement se disent que, ah, ils ont une passion, ils ont une communauté qui s'est bâtie autour de cette passion et maintenant c'est le moment de monétiser parce que tout le monde me dit de le faire, et c'est une fausse bonne idée par moment et par moment c'est une très bonne idée. Ça dépend de comment c'est fait et surtout le focus que tu mets dessus, en fait. Enfin, le focus que tu choisis de mettre. Est-ce que je me focalise sur le chiffre d'affaires que je fais ou, je me focalise sur le nombre de personnes que j'aide ou je me focalise sur le fait que je prenne juste plaisir à en parler et à partager ça et si ça fait de l'argent, tant mieux, si ça en fait pas, tant pis. Je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant. Et ce que tu partages, c'est effectivement que, tu avais une immense communauté. Tu vois, 170 000, ça fait tu vois, ça il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce genre de communauté-là, autour d'une passion. Et pour autant, tu as tout abandonné du jour au lendemain. Ça me fait sortir beaucoup, beaucoup de sujets. Je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre et de pas trop me perdre. Hem, c'est des communautés sur quels, réseaux sociaux en particulier? J'étais sur, à ce moment-là, j'étais sur, Insta, mon compte que j'ai toujours d'ailleurs actuellement, c'est mon compte Mmh. Insta, du coup, j'avais 70K dessus, un peu plus et mon compte TikTok, 100 000 abonnés. Donc C'était format court. Insta et TikTok principalement, ouais, ouais. OK. Communauté sur du format court. Hem, Comment est-ce que les gens, ils ont réagi?
quand tu as complètement arrêté? Est-ce que tu as eu des retours, des gens qui ont dit: «Mais tu es passé où?» Ou est-ce qu'au contraire, les gens s'en moquaient? Comment est-ce que ça s'est passé justement cette espèce d'arrêt brutal et de changement brutal, hem, d'un point de vue communautaire? Quand tu as autant de monde, heu, comment la masse, elle réagit? Bah, c'est intéressant parce que c'est là que je me suis rendu compte que avoir autant d'abonnés, au final, ça sert à rien et on s'en fout. Enfin, moi, je voulais des stats, je voulais partager ma passion, que les gens ils entendent et cetera. Je faisais des vues, j'étais bon pour faire des vues, hein, tous les jours, des millions de vues, des centaines de vues, c'était sympa. Mais quand j'ai arrêté, c'est vrai que tu as quand même quelques personnes qui vont te demander, machin, et tout. Mais quand tu passes de 170 000 abonnés, recevoir 50 messages par jour de personnes qui te demandent des conseils, des coachings, et cetera, ou des informations sur tes produits, et d'un coup, tu as plus de messages, tu te dis: «En fait, les gens, ils s'en foutent». Ils s'en foutent et au final, ils s'en foutent, tu une audience. Et ça Mmh, m'a appris une leçon d'ailleurs, aujourd'hui, bah, je suis encore sur les réseaux, j'utilise pour mon business, j'utilise, les réseaux pour mon business, mais je m'en fous de l'audience que je fais. C'est-à-dire que là, j'ai beau faire des vidéos qui font 10 vues, 20 vues, 50 vues, 100 vues, c'est plus un problème. Donc les gens, je dirais qu'il y en a qui étaient quand même en mode, «Pourquoi tu postes plus? Tu as arrêté le street ou tu as arrêté les réseaux?» Il y en a qui se préoccupaient, notamment des gens que je connaissais. Même dans les gens que je connaissais, il y en avait en vrai, il y en avait très peu, très peu. Alors qu'il y avait beaucoup de gens de base qui m'envoyaient des messages quand j'étais à fond dedans. Et après mmh. derrière, bah, les gens que je connaissais pas, mon audience, on va dire, ça s'est juste oublié. Enfin, en tout cas, ça s'est désabonné, machin, on oublie, faut passer à la suite, quoi. Après, c'est Mmh. une autre génération de contenu qui est arrivée, d'autres créateurs qui sont arrivés, qui ont refait du contenu et qui se sont fait connaître. Du coup, je pense que ça s'est un peu passé. Et j'ai une autre question et après je donnerai mon avis sur la question. Est-ce que tu penses que c'est le format aussi qui a déterminé cette espèce de, hem, ouais, de d'indifférence à Mmh. ton arrêt? Est-ce que, par exemple, si tu avais été, sur YouTube, il y aurait eu une différence sur, ce que tu recevais comme message? C'est-à-dire YouTube, je parle de format long, donc plus OK. profond, plus long, avec plus de connexion? Ou est-ce que tu penses que ça n'aurait rien changé et que tu as un avis différent sur, la raison de cette indifférence? Oui et non, je pense que pour certains, ça aurait rien changé, mais je pense quand même que le fait d'avoir, eu un YouTube à cette époque-là et maintenant, bah, je me rends compte vu comment je développe et je vois l'impact que ça a sur les gens qui me suivent et qui m'envoient des messages et qui me remercient et cetera. Je me rends compte que si effectivement j'aurais développé une chaîne YouTube et je le vois même avec des créateurs, avec qui je bosse, hein, qui ont des centaines de milliers d'abonnés dans leur niche, ça aurait tout changé. J'aurais une vraie audience que j'aurais gardée. Après bon, est-ce qu'elle serait restée qualifiée par rapport au service que je propose? Pas forcément, mais Mmh. j'aurais, je pense, gardé une audience, ouais. Parce que sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup plus de conversions, de personnes qui t'écoutent et qui sont là pour l'humain que tu es, en fait, derrière ton écran et Mmh. pas juste ton format court qui fait des millions de vues, qui est cool, qui est scrollable et tout, quoi. Ce que je crois profondément et je pense que c'est exactement enfin ton parcours et ce que tu expliques ex explique vraiment ça, illustre très bien, cet élément. C'est que là où le format court, il est, ouais, il peut très rapidement en fait être remplacé par un autre créateur de format court, tu vois? Un tiktoker sera remplacé par le prochain tiktoker parce que, la trend aura changé, et que du coup, l'ancien on l'aura oublié et on voit des créateurs qui explosent puis qui disparaissent et qui réexplosent ou d'autres qui explosent et ce que je trouve intéressant avec le format long et d'ailleurs c'est aussi un des intérêts de ce podcast, c'est de permettre en fait de pour moi, c'est bâtir un asset. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'intemporalité. Tu as des vidéos YouTube qui explosent encore, 8 ou 10 mois après. Tu es beaucoup moins facilement oubliable, quand tu es sur YouTube et que tu es sur du format long. Mais je trouve que la leçon la plus forte dans ce que tu me partages, c'est que, hem, on i on en général, on idéalise, tu vois, les personnes qui créent du contenu, qui sont suivies par beaucoup de gens, même la célébrité de manière générale. Mais il faut bien se rendre compte que en fait, c'est juste une question de: «Est-ce que je suis encore actif ou pas?» C'est-à-dire que, et c'est pareil dans le monde des acteurs, des musiciens, heu, plus personne, ne parle des Beatles aujourd'hui, tu vois? Alors que c'était, des enfin voilà, un phénomène, monstrueux, à l'époque Ouais. et je pense que c'est le cas autant pour des groupes de musique, de célébrités, d'artistes et cetera, que ça ne l'est pour, des influenceurs, des gens qui sont sur les réseaux et cetera. Et du coup, je trouve ça hyper important parce que ça désacralise beaucoup, en fait, les communautés. Ça permet de te dire, «J'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave, c'est pas vraiment ce qui compte». Hem, du coup, ça me mène à autre chose. Hem, est-ce que au moment où justement t'arrêtes, t'as pas beaucoup de retours de gens qui disent: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera.
Est-ce que ton ego, il en prend un coup? Est-ce que justement tu étais très attaché à cette notion de la stat, du nombre d'abonnés et cetera? C'était quelque chose qui vraiment, était important pour toi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement quand ils créent du contenu, qui voient qu'ils ont des stats, la moindre statistique, qui baisse un petit peu, le 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 moindre moment où tu es moins présent, tu es moins top 1, tu es moins, mis en avant, est-ce que, toi de ton côté, ça a joué mentalement sur, ton estime de toi, sur, ta manière de te représenter en tant qu'expert? Est-ce que ça a joué dans cette zone-là? En vrai, honnêtement, oui, ça a joué à certains moments, mais c'est vrai que quand j'ai pris la décision, en fait, de tout arrêter pour commencer le business et j'étais vraiment dans l'optique de: «Je vais perdre mon audience, je vais perdre les 170 000 abonnés que j'ai cumulés en très peu de temps», parce que ça s'est fait rapidement en plus, mais je sais que c'est bon pour moi, c'est un mal pour un bien et en fait, je serai plus heureux et c'est un peu une sorte de pression que j'ai relâchée où je me forçais à poster. En fait, je me sentais, tu sais, genre obligé de poster, de créer du contenu constamment, de faire des stories, de faire des réductions sur mes e-books et d'essayer de vendre et cetera, de faire de l'argent parce que j'étais attaché au résultat et vraiment quand j'ai pris la décision de tout arrêter, je me suis dit: «Bon, ouais, c'est OK, d'accord, ça fait chier que les gens ils te DM pas, machin, ils t'oublient». Ça fait quand même un petit coup dans ton ego, tu vois? Dans l'ego masculin, ça fait quand même un petit boom, mais à côté, il y a aussi ce côté rationnel, hein, parce que le côté émotionnel, le côté rationnel qui te dit: «OK, Ethan, en vrai, bah, c'est pas grave». Parce qu'au final, est-ce que c'est un mal pour un bien, de d'arrêter tout ça et de te concentrer sur autre chose? La réponse est oui. Est-ce que ce sera plus simple pour toi? Oui et au final, tu vois, les mois qui ont suivi, ça a été un peu lent quand même de se remettre dedans, de commencer à faire du chiffre, de trouver des clients, des prospects. Plein de choses qui sont passées, où ça a un peu stagné, je me suis posé plein de questions, mais au final, c'était un mal pour un bien. Donc je dirais oui, mais on va dire à 10 quoi. C'est intéressant de voir cette espèce de maturité parce que tu as fait ça il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans? Quelque chose comme ça? C'était en décembre 2023, je crois, OK. ou Donc 24, c'était il y 23. a 2, Peut-être bientôt 3 ans? 23-24. 2 ou OK. 3 ans. On va dire il y a 2 ans globalement. Hem, donc il y a 2 ans, tu avais 18 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Heu, c'est fou cette espèce de maturité parce qu'à 18 ans, on pourrait avoir une grosse tête. Quand on a 170 000 abonnés, on est suivi par beaucoup de monde, on pourrait se dire, «Ça y est, j'ai fini le jeu, quoi». Beaucoup pourraient tomber là-dedans et toi, pas du tout. C'est-à-dire que toi, en fait, c'était plutôt une pression et quelque chose de lourd à porter que, quelque chose d'excitant et de virevoltant, au contraire. C'est hyper curieux. Et du coup, ça me pose une autre question. Est-ce que, hem, le fait d'être suivi par beaucoup de gens, c'était quelque chose que tu voulais? Ou est-ce que c'était juste un véhicule, un outil qui te permettait juste d'accomplir ce que tu voulais vraiment faire, c'est-à-dire, générer du revenu avec ton activité? C'était juste utile, c'était un outil comme, pouvait l'être le téléphone, ou les moyens de paiement et du coup, bah, tu avais une communauté, c'était ton trafic et c'était très bien. Est-ce que, quand tu as commencé, tu vois, à 16 ans, quand tu quittes l'école et cetera, dès le début, tu te dis: «OK, je veux, enfin parmi mes objectifs, ça fait aussi partie de ces objectifs-là d'être très connu, très suivi, d'avoir beaucoup de monde qui me suit, d'être une forme de célébrité en ligne». Ça a joué ou pas du tout? Au contraire, c'est vraiment pas quelque chose qui t'intéressait? Honnêtement, oui. En fait, c'est plus quand, tu sais, quand j'ai commencé à créer du contenu quand j'avais 14 ans, parce que j'ai commencé du coup à 14 ans à vraiment créer du contenu et avoir de l'audience. J'avais déjà des 5-10 000 abonnés sur les réseaux à ce Mmh. moment-là. Et je voulais faire des vues. Je voulais faire des vues, je voulais faire des stats, je voulais être connu, entendu, ça me faisait kiffer. Alors j'étais quand même, gêné à la fois j'ai toujours eu cette gêne quand même, hein, d'être, connu, des gens qui m'envoient des messages: «Oh tu trop fort» ou bien: «Ah machin, ah je te kiffe trop». Moi, ça m'a toujours gêné, tu vois? Même encore, quand OK. ça m'arrive aujourd'hui, quand des gens qui sont fans de moi, qui me félicitent pour mon travail, et j'ai toujours cette gêne, ce blocage, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est la Tu sais pas personnalité, mais pourquoi ça ça me te gêne. gêne? Ça me gêne, tu vois? J'accepte, je le prends en compte, mais tu sais, je dis: «Merci», mais genre, n'en dis pas trop, s'il te plaît. Arrête de me saucer trop parce que ça me gêne, en fait. Moi, je suis plutôt comme ça. OK. Donc en fait, je voulais vraiment des stats au début, faire des stats et je me suis rendu compte qu'en plus, ça allait être bon par la suite pour mes projets. Je me suis dit: «Il faut que je fasse encore plus de stats». Derrière, bah, je fais du cash grâce à des stats. Je me dis: «Ah, il faut que j'ai encore plus de stats, comme ça, je ferai encore plus de cash», tu vois? J'aurai encore plus de résultats et du coup, je continue et à partir du moment où j'ai pris la décision, où je commençais à être drivé justement par le cash, par les résultats, où je commençais, en fait, à comprendre que l'audience, c'était pas le plus important. Je me suis dit: «Bah, en fait, je m'en fous, en fait. Je m'en fous d'avoir des stats. Moi, ce que je veux, c'est juste, pouvoir vivre de mon business, en fait, avoir cette liberté de faire ce que je veux, de pouvoir arrêter les cours et faire du chiffre et pouvoir voyager, quoi», tu vois? Donc au final, les stats après, au début, ça m'a amené à avoir du résultat, donc j'en suis ultra reconnaissant et aujourd'hui, je fais encore des stats et j'ai encore, plein de gens qui me suivent tous les jours, qui s'abonnent à moi, qui viennent me voir et cetera
D'ailleurs, c'est très bon pour mon business, c'est très bien, mais je suis pas drivé par ça et mon objectif, c'est pas juste faire des stats. C'est juste impacter les gens, en fait et partager le message que j'ai à partager. C'est intéressant parce que du coup, tu même pas drivé par la célébrité, d'après ce que tu me dis. Non. Dis-moi si je me trompe, est-ce que tu voyais ça à 14 ans ou même à 16 ans, plutôt comme un jeu vidéo où tu avais un score à atteindre, plutôt que vraiment des personnes qui étaient derrière? Parce que en fait, ce que je vois, c'est une espèce de contradiction entre, oui, je voulais faire des stages, je voulais qu'il y ait du monde qui me suive et cetera, mais en même temps, les compliments, ça me gêne et je veux pas non plus qu'on m'envoie des messages en mode, «Ethan, je suis fan de toi, je t'adore», et du coup, je me dis, potentiellement, limite, ça t'aurait très bien convenu juste d'avoir, un max de stats, mais que personne te fasse de compliments et qu'il y ait pas forcément, une espèce de célébrité autour de toi. Est-ce que c'est un peu ça? C'était un peu un espèce de jeu vidéo? Franchement, c'est un jeu vidéo et ça s'est confirmé uniquement récemment, après, OK. 3-4 ans de réflexion. Petite anecdote du coup, j'étais du coup en Malaisie, voyage avec, 2 potes, en mode entrepreneur. On est dans un appart et on bosse pendant un Mmh. mois. D'ailleurs ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et voyage, bah, c'est toujours ce qui me drive donc moi je suis trop content de voyager, de bosser en ligne et cetera, c'est magnifique et quand j'étais en voyage, j'ai dit à mes potes: «Les gars, là ça fait 1 an», ça faisait genre peut-être, je sais pas 5-6 mois que j'ai pas créé du contenu sérieusement, que je voulais arrêter de créer du contenu pour des stats, OK? Je me suis dit: «Vous allez voir là, je vais recréer du contenu et je vais faire 1 million de vues, 2 millions de vues, ça va être facile». Et j'ai recréé du contenu. J'étais avec eux, hein, je leur ai montré tous les insights, j'étais avec eux. J'ai créé du contenu et j'ai fait 2 millions de vues en l'espace de 2-3 posts, en 2-3 jours. Et en fait, Waouh! j'avais arrêté justement parce que bon, mais ça sert à rien, les vues ne servent à rien, c'était même pas qualifié pour, ce que je propose et cetera. Je me suis dit: «Mais c'est trop simple de créer du contenu, c'est simple de faire des stats, mais moi c'est pas là où je suis aligné». Et s'il y a des créateurs qui veulent faire des vues et je sais qu'il y en a beaucoup, même moi, enfin, si je fais beaucoup de vues qualifiées pour mon business, je sais que c'est une mine d'or. Il y en a, ils Mmh. sont les chic. Il y en a qui veulent être connus et cetera, même sans forcément, avoir un business. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vision et cetera, c'est ce qu'ils veulent faire. Et moi, franchement, je voyais ça comme un jeu vidéo, en fait. Je me suis rendu compte, au fil du temps, où ça apporte pas grand chose à part, juste, ça te gonfle ton ego, qu'on te dise: «Tu es le plus fort, tu es trop fort et cetera, continue ce que tu fais». Mais les gens, ils t'oublient. J'ai reçu plein de messages, même des gens que je connaissais, même des gens qui ont anecdote aussi, qui ont pris des photos avec moi, à partir du moment où quand je commençais vraiment à être connu dans le street, alors que pourtant j'étais personne, hein. Bah, il y a des gens Ouais. qui commençaient à venir vers moi et tout, à me parler et moi, en fait, ça n'a rien changé à ma vie. Je me suis rendu compte après, je me suis dit: «Ça sert à rien, en fait». Donc oui, je voyais ça un peu comme un jeu vidéo, ouais, honnêtement, ouais. C'est intéressant parce que du coup, il y a ouais, tu voyais ça comme un jeu vidéo, mais surtout il y a eu la réalisation de une fois que tu avais, des super résultats dans le jeu vidéo, dans le réel, quand tu voyais des gens, qui te rencontraient, il y a une espèce de désacralisation de, les gens t'adorent ou, te reconnaissent. En fait, c'est pas forcément ce qui t'apporte vraiment du bonheur, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui justement aimeraient avoir ce genre de stats. Tu leur parles en 3 jours de, 2-3 contenus, et 2 millions de vues. Ils rêveraient de ça, d'avoir plein de fans et cetera, et en fait, ce que tu dis, c'est que sur le papier, tu en as envie. En fait, quand tu le vis en vrai, aucun intérêt. Heu, Ça te gonfle ton ego 2 secondes, après les gens t'oublient. C'est hyper pertinent parce que la plupart des gens veulent être célèbres, mais une fois que la célébrité leur arrive dessus, ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. Je trouve que c'est intéressant. C'est 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 un schéma qui se répète beaucoup. Hem Et ça m'amène un petit peu à justement, revenir un peu à tes parents qui justement étaient un peu contre le fait que tu te lances, à l'origine. Comment est-ce qu'ils ont vécu et comment tu as eu leur retour? Toi qui étais en désaccord profond avec eux, au début, quand ils ont vu, je sais pas s'ils l'ont vu ou pas, ta célébrité sur les réseaux, et au-delà de ça, surtout tes résultats en fait, de chiffres, de vie, de le fait que tu voyages. Comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Comment est-ce que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, je suis dans une famille où on est très peu expressif. On dit très peu les OK, choses. C'est-à-dire qu'on est très alors on n'est pas froid, on n'est pas triste, on est des humains, OK, c'est cool, on apporte de la joie, de la bonne humeur, mais on se dit pas les choses qu'on pense. OK, Enfin, quand c'est en mal, du coup, on se le dit, on est cash, mais jamais en bien, tu vois? C'est vraiment juste, je te critique pour, ce que tu fais OK, de mal, pour que tu t'améliores, mais je te félicite jamais pour ce que je fais de bien. Moi, ça a toujours été ça, en fait. C'est mon éducation OK. et surtout du côté de mon père, parce que le père, tu connais, c'est plus dur que la mère où il est quand même plus investi émotionnellement. Donc en fait, encore à l'heure actuelle, depuis le moment où j'ai quitté les cours jusqu'à maintenant, où les choses se sont améliorées, où, bah, j'ai fait des stats sur les réseaux, où, j'ai fait de l'argent, où je fais encore de l'argent actuellement. Et j'ai eu quelques retours de personnes extérieures qui m'ont dit que X, Y, Z était fier de toi, dans ma famille. Mais
On me l'a jamais dit en vrai, tu vois? Donc en fait, le retour, je l'ai pas directement, je l'ai indirectement. Mais je sais que, tu vois, quand je suis arrivé et que j'ai dit: «Voilà, j'ai fait 2 000 € en 24 heures». Donc là, c'était 3 mois après avoir quitté les cours, je rentre de vacances, je fais 2K en 2 jours. En moins de 2 jours, en même pas 24 heures quasiment, je fais 2K, tu vois? Le mois d'après, je fais 4 300, le mois d'après, je fais 7 000. Je vois qu'ils sont contents, ils me le disent pas, tu vois? Et en fait, ils sont Ouais. toujours et encore actuellement, je vais pas te mentir, hein, même sur des mois à 10K, 15K, 20K, ils sont sur leur garde. Ils sont en mode: «Continue ce que tu fais, c'est bien», sans me le dire vraiment, mais en insinuant. «Mais attention quand même, continue de faire de l'argent, continue de» surtout ça en fait qu'ils jouent, hein, continue de faire de l'argent parce qu'ils veulent ta bien, tu sais, c'est bienveillant, ils veulent ta sécurité, ils veulent ta réussite, donc continue de faire ce que tu fais, te foire pas, bosse, travaille et tu sais, genre des fois tous les 2 mois, 1 mois, ça me dit: «Ouais, ça se passe dans ton business et tout machin, tu gères bien et tout». Rien de plus, tu vois? Et moi du coup, bah, vu qu'au début, j'en parlais à tout le monde, mais tout le monde s'en foutait, j'ai pas de résultat, bah, ça m'a un peu dégoûté, mais du coup maintenant j'en parle plus aux gens, avec qui je suis ultra proche dans la famille, j'en parle plus. Juste je fais en fait. Tu sais, c'est un peu le show, enfin, ouais, show don't talk, tu vois? J'en parle plus, mais juste je fais ce que j'ai à faire. Et quand tu me demanderas dans 3 mois où est-ce que j'en suis, je te dirai: «Bah, j'en suis là». Enfin, ça répond bien à la question, mais c'est un peu ça, quoi, la situation actuelle. C'est un manque pour toi que justement c'est ce retour-là positif? Un manque, je sais pas en vrai, hein. Je saurais pas te dire. Là, ce serait, je sais pas, faudrait réussir à le trouver, en méditant, je sais pas, dans des situations ultra spécifiques. Je pense que ça se répercute sur ma manière d'être avec les gens peut-être, sur ma personnalité évidemment, parce que, bah, juste on m'a éduqué comme ça, donc je suis comme ça. Après, est-ce que ce soit un manque ou est-ce que c'est un mal pour un bien, tu vois? Qu'on me dise pas les choses, mais au final ça m'aide à être plus fort mentalement? Bah, c'est plutôt celui de tes parents, tu vois? Le retour de tes parents, est-ce que c'est quelque chose que pas forcément que tu recherches à travers ce que tu fais? Parce qu'en vrai, ce serait probablement pas forcément un bon moteur, mais, hem, est-ce que c'est quelque chose qui, parmi tes accomplissements, serait quelque chose, un vrai accomplissement perso justement de dire, «OK, même mes parents ont réussi à se délier un peu la langue et à me dire, qu'ils étaient quand même très heureux et très fiers de ce que j'ai fait, quoi». Je pense que oui, hein. Ce serait égoïste ou hypocrite de dire non. Je pense que toute personne aimerait que ses parents soient fiers de soi et je pense qu'ils le sont. Après le fait qu'ils me le disent pas, j'ai envie de te dire, moi je le comprends parce que c'est leur personnalité, c'est comme on en est dans la Mmh. famille. Du coup, je suis pareil avec les gens en général. Enfin, du coup, je suis un peu plus quand même expressif et forcément, vu que moi on n'a pas agi comme ça avec moi, j'agis comme ça avec les autres par bienveillance, par amour, on va dire. Et moi, j'agis très souvent par amour, tu vois? Parce que Mmh. justement, on m'a alors je dis pas qu'on attention là, on va me prendre pour un pour un pour un enfant non aimé qui a pas reçu d'amour, c'est faux. J'ai été très bien éduqué, j'ai une très bonne famille et cetera, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé vraiment, je suis pas du tout à plaindre, j'ai une bonne situation, stable. Mais c'est vrai que je pense que toute personne comme moi, bah, aimerait recevoir de l'amour de ses proches. Et là, que ce Ouais. soit les parents d'autres personnes, hein, des potes, des mais tu sais, genre, le plus important, c'est que ce soit sincère. Parce que les gens aujourd'hui, le problème, c'est les parents c'est pas les parents du coup, mais en général, et là je m'égare un peu de la question, mais les gens ils t'aiment pas pour, qui tu es, ils t'aiment pour ce que tu fais, pour ce que tu as. Et c'est ça Mmh. où aujourd'hui moi ce que je recherche en fait, j'ai compris qu'en ayant de l'audience pour revenir à ta question, qu'en fait les gens s'en foutent de qui tu es vraiment Mmh. et ils voient juste ce que tu fais en fait, ton niveau, bam, tes résultats, ouah, tu trop fort et machin et tout, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. Au bout d'un moment ils t'oublient. Et j'ai vu ça avec facilement 150 personnes avec qui j'ai pu parler, que ce soit en vrai ou sur les réseaux. Les gens finissent par t'oublier. Mmh. Et tu vois, ce que j'en recherche vraiment moi aujourd'hui à travers surtout mon business et c'est pour ça là que je voyage autant, que je me fais des vrais contacts, c'est faire des contacts en fait. Faire du réseau, mais du réseau proche où je me sens inclus, aimé, avec des potes qui me soutiennent et qui sont vraiment en mode: «Et là, je te soutiens» et pas juste, bah, en fait, «OK, cool, tu de l'argent et cetera, tu peux traîner avec nous, tu fort dans ça, tu peux traîner avec tout». Ça, c'est pas ça que je recherche. Et ça justement, je pense que ça vient du fait que t'as pas forcément reçu beaucoup de félicitations de tes parents, par exemple. Mmh. Beaucoup, pas d'amour, hein, pas d'amour, de félicitations: «Bravo avec ça, je suis fier de toi» et tout. Donc forcément, tu essaies de rechercher ça, en fait, avec les autres. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Je le sais maintenant, j'en suis conscient, je le recherche avec les autres. Tu abordes plusieurs, sujets très récurrents dans l'entrepreneuriat. Déjà, il y a des patterns, récurrents de, ce qu'on fait au quotidien et pourquoi on le fait. Hem, Tu abordes déjà la notion de l'amour de tes parents, l'amour de ses proches et cetera. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'amour est pas toujours expressif. L'amour, c'est un truc qui des fois qui se lit entre les lignes, et que les gens, enfin, c'est une notion qui est tellement compliquée à aborder que parfois les gens savent juste pas comment l'exprimer. On leur a jamais appris à le faire, et donc le but, c'est juste de le lire, tu vois? Pour donner un exemple perso, mon grand-père m'a jamais dit qu'il m'aimait, je lui ai jamais dit non plus parce qu'on est des ours comme toi.
et pour autant, bah, c'est quelque chose d'évident, tu vois, qu'on s'aimait. On passait du temps ensemble, C'est ça. on se voyait tout le temps, il me transmettait des choses qu'il transmettait à personne d'autre. C'est évident, tu vois? Et pour autant, ça se dit pas toujours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce que tu es en train de faire actuellement et ce que tu as envie de faire, c'est de créer, et c'est d'ailleurs le sujet de ce podcast qui s'appelle Deep Talks, c'est de créer de la profondeur. Alors moi, pour le coup, c'est dans les discussions parce que pour moi, c'est ce qui manque le plus dans le monde du podcast et c'est pour ça que j'en fais. Mais ce Mmh. que tu expliques là et ce qui est très vrai, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat de manière générale et dans le monde aussi des réseaux, et tu es un petit peu dans les 2, donc du coup, forcément, ça te touche énormément. C'est le sentiment de solitude, pas parce qu'il y a personne autour de soi, mais parce qu'il y a pas de profondeur dans les relations. Pas juste dans les discussions, mais dans les relations. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se disent bonjour, se parlent plus par intérêt que par, vraie connexion profonde, et je trouve que c'est, 1 c'est triste et 2 surtout c'est ultra récurrent et ça amène une forme de, ouais, de suspicion, en fait. Parce que tu vois, il y a on en parlait lors d'un podcast avec Charles de la même manière, sur la crise de la confiance. D'ailleurs, je mettrai le lien, vers, ce podcast, autour de cette vidéo. Hem Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de crise de la confiance chez les clients, chez les gens qui achètent, les customers, des offres en ligne parce qu'effectivement, bah, il y a besoin de comprendre avec qui on va travailler, qui mais quelle est sa crédibilité, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses valeurs et cetera. Ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'il y a effectivement ces suspicions-là des clients, mais il y a aussi ces suspicions-là entre les professionnels d'un domaine, dans le sens où, OK, il vient de m'envoyer un message, c'est pas de la prospection, mais c'est juste un message de networking. Son networking, il est sincère, il est profond, il a vraiment envie d'apprendre à me connaître et à construire une relation avec moi? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste que, en fait, j'ai plus d'abonnés que lui et du coup, il veut choper mes clients et avoir de l'intérêt à me parler? Et je trouve que c'est hyper intéressant, du coup, de justement enfin, pas intéressant, mais important de, je sais pas, d'avoir ces espèces de critères, tu vois? De à partir de quand est-ce que je considère que cette personne, elle me parle par intérêt? Ou à partir de quand cette personne est vraiment sincère? Est-ce que toi, tu les tiens? Tu as des critères un peu comme ça, de ce genre-là, en mode, OK, là je coche, cette case de, là c'est veto, cette personne-là, je sais qu'elle est là pour par intérêt, ou au contraire, tu te rends compte qu'il y a vraiment de la profondeur dans sa démarche? En fait, j'ai un avis assez biaisé qui va contre, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mmh. C'est où ça commence à être intéressant. C'est que pour moi, il y a toujours un peu d'intérêt comme dans les relations. Mmh. Il y a toujours un intérêt ou dans le sens enfin moi, pour moi, c'est important. Je pars du principe que c'est mon avis, chacun a le sien, mais tu es un humain, tu es une personne, tu dois t'améliorer, tu dois constamment t'améliorer et c'est en t'améliorant que tu vas attirer des personnes à toi. Donc à la fois, c'est normal que des personnes s'intéressent à toi pour ce que tu as et pour ce que tu peux leur apporter, mais à la fois, c'est important que ce soit sincère et qu'il y ait vraiment une relation, en fait, derrière ça, tu vois? Que c'est pas juste, en fait, bah, tu m'apportes ça, tu es comme ça, tu as ça, c'est Mmh. cool, let's go, on est potes, mais vraiment qu'il y a il y a plus, en fait, ouais, un sentiment, deep, tu vois, par rapport à la relation. Que c'est pas juste, en fait, ce que tu as et vraiment ce que qui tu es. Donc tu vois, c'est compliqué. En fait, la question est complexe parce que à la fois, c'est important de s'améliorer pour attirer les bonnes personnes et pour apporter aussi les bonnes choses aux bonnes personnes. Moi, je sais dans tous les domaines que j'ai fait, dans le business maintenant, dans le street, quand j'étais dans l'e-sport, quand j'étais dans le même streamer, même quand j'étais juste créateur de contenu à l'époque sur les réseaux, à chaque fois, je suis allé au max de ce que je pouvais et je me suis toujours approché des meilleures personnes, hein. Mmh. Et je suis persuadé que c'est une bonne chose et que c'est pas par intérêt, c'est parce que je sais qu'il y a des choses à en tirer, mais c'est pas par intérêt, c'est aussi parce que je kiffe les personnes, on est alignés, mais il y a aussi un intérêt. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et c'est qu'il y a des vraies relations. Et ça, je l'ai vu notamment avec des clients à moi avec des clients à moi en physique. J'étais allé, du coup à Marseille, peut-être qu'ils verront cette vidéo, hein, c'est possible. En peut-être 3 4 ans de relation avec, des potes que j'ai pu avoir en physique, c'est la première fois avec ces gens-là, des de base, c'est mes clients, hein, où en physique, je me suis senti aimé et inclus dans un groupe, mais vraiment à 100. Et je suis pas là-dessus dans le sens où j'ai toujours eu des potes, j'ai des potes, j'ai toujours été, alors très introverti, mais sociable. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins introverti parce que je travaille sur ça et sociable, du coup, j'ai beaucoup de facilité à me faire des potes, mais beaucoup moins sincère, du coup, qu'avant. Et là, pour le coup, quand je suis allé, bah, chez avec mes clients à Marseille, on était ensemble pendant une semaine, 2 semaines, bah, j'ai senti vraiment, genre, cet amour, tu vois? Ce sentiment, d'être dans un groupe, sentiment d'appartenance, en fait, que je recherche à travers mon travail. Je pense que c'est une vraie question, très sophistiquée, la question des relations pro, perso et des relations de manière générale. Je pense qu'il y a toujours un intérêt, hein, à être en relation avec quelqu'un, sinon, enfin, l'être humain est câblé comme ça.
Mais l'intérêt, il est pas forcément professionnel, tu vois? Tu peux avoir des amis qui sont complètement hors business, mais qui t'apportent de la joie, qui t'apportent du bonheur, qui te font rire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent aussi qu'on s'entoure en général de personnes qu'on trouve, belles ou en tout cas de son niveau de beauté, inconscient. Parce qu'effectivement, l'intérêt aussi, c'est d'appartenir à un groupe dont on est fier. Quand on nous voit ensemble, on se dit, que socialement on est au bon endroit, on est à notre place, on a le sentiment d'appartenance. Ni d'être, au-dessus de ce groupe, ni d'être, pas inclus parce que, pas suffisamment bien, sur tous les plans. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, hem, c'est qu'effectivement il y a toujours un intérêt, que ce soit business ou perso. Il y a certaines relations qui seront purement de l'intérêt pro, mais il y aura forcément une connexion aussi, avec cette personne-là. D'après ce que tu me dis, c'est ça. Ce sera pas forcément la même chose que, des amis vraiment hors business, mais du coup, ça crée un cercle, de connaissances qui est très différent. Pour donner un exemple, moi, j'ai des amis qui ne font pas du tout d'entrepreneuriat, ça leur parle pas du tout. J'ai un ami qui travaille dans un bar, mais on fait du foot ensemble, mais on a des discussions qui sont très profondes, des discussions politiques, que j'ai avec personne d'autre. Et du coup, il y a un intérêt effectivement, comme tu le dis, c'est pertinent. Hem, Là, aujourd'hui, tu es basé où exactement? Parce que tu me disais que tu aimais bien voyager. Où est-ce qu'il y a un endroit où tu restes tout le temps? Ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien voyager justement pour faire ces connexions-là? Heu, Comment est-ce que tu fonctionnes actuellement? Bah, du coup, je suis en France, toujours chez les parents. Mmh. En vrai, j'ai pas OK. intérêt pour l'instant à prendre n'importe quoi. C'est pas ce qui me voilà, j'ai accès à une voiture, je me suis acheté une moto, grâce à mon travail. C'est vraiment, je suis pas à plaindre du tout, donc reste en France, les parents et cetera, j'ai une très bonne situation et ce qui me permet du coup avec le cash que je génère d'investir sur mon business, sur mes compétences, j'investis beaucoup sur moi, et notamment dans mes voyages. Par exemple, bah, des fois je vais à Marseille en physique pour des clients et aussi pour, kiffer là-bas. Je vais aussi, je vais très souvent aussi régulièrement à Budapest. Je suis parti même en Thaïlande, en Indonésie. Plusieurs endroits différents. C'est pas en fait, je pars pas du principe de m'expatrier pendant 3 ans, 6 ans, je veux dire 3 mois, 6 mois sur une longue durée et «Non les gars machin, c'est trop cher en France, on est bien ici» et cetera. Moi, j'ai un avis sur ça qui est très, très controversé. Donc en fait, je bouge vraiment pour le kiff, dans différents pays, différents endroits. Et là, par exemple, bah, j'ai un séminaire avec mes clients dans 2 semaines en physique, à Aix-les-Bains, donc vers Annecy. Derrière, je vais au Brésil 2 semaines après pour une compète internationale de street avec des clients à moi qui sont aussi des bonnes relations et heu, 1 semaine après, je rebouge et encore 2 mois après, je vais au Japon, tu vois? OK. OK, OK, c'est intéressant. Hem, je crois que j'ai la cam qui bug, je ferai un petit cut, vite fait. Alors attends, je note juste la Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler aussi, ça m'a fait bugger. tac, cut, cam, je le note juste. C'est intéressant, cette idée justement de beaucoup bouger. Hem Et du coup, tu as choisi une activité qui était plutôt en ligne, pour ça. Est-ce que tu pourrais nous parler très rapidement de, du coup, tu nous parlais de ton travail sur la calisthénie et sur ta passion. Derrière, le switch que tu as fait, il est allé vers où du coup? Exactement. Du coup, le switch entre mon premier business et Ouais. le deuxième. Bah, de base, du coup, j'étais dans le coaching sportif, j'ai aidé les gens à atteindre des figures en calisthénie, à prendre du muscle au poids de corps, vu que j'ai fait une transformation physique. Enfin, vraiment juste, en fait, ce que j'ai fait et les personnes qui voulaient faire la même chose. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas monétiser ça, en fait, pour pouvoir en vivre?» Et au début, je kiffais de fou et en fait, j'avais déjà une vision au moment où j'ai commencé. J'avais aucune connaissance, je me suis jamais formé en plus pour les 3 quarts par mois. J'avais juste mon cousin qui est entrepreneur qui me disait: «Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça», mais j'ai jamais eu vraiment d'aide, d'accompagnement, quoi. Et je me suis lancé avec l'idée de: «Je vais réussir, c'est sûr je vais réussir, je sais pas comment mais je vais réussir, je vais faire du cash et cetera, genre une grosse audience et après j'aiderai les gens dans le B2B, dans je sais pas dans quel service exactement, mais j'aiderai les gens en B2B à faire, pareil, à monter leur business et cetera». Donc en fait, j'ai switch vers le B2C de base où j'aidais des particuliers à vivre de leur activité parce que je venais de faire la même chose, en fait. Où je me suis dit: «Bah, autant aider les gens qui veulent sortir du salariat, qui ont envie de développer une activité en parallèle». Rien qu'avec ça, et j'ai changé des vies et j'ai eu des résultats clients parce que j'étais trop à fond sur ma delivery et je suis toujours encore actuellement, même plus qu'avant. Donc j'ai changé grave des vies. Il y a des mecs qui sont grâce à moi, ont quitté le salariat, sont passés, sur leur business, ont généré des grosses sommes et génèrent encore des grosses sommes actuellement avec qui je suis encore en contact. Et après je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en fait revenir à ma mission de base qui est le street, qui est de développer le marché, sans forcément en mourir, en suffoquer et devoir créer du contenu autour de ça tout le temps. Bah, pourquoi pas aider en fait les coachs sportifs à vivre du coaching sportif comme j'ai pu le faire?» Pour me rendre encore plus du coup niché sur le marché. C'est ce que j'ai fait et du coup là, j'ai des coachs sportifs, que ça perte de poids, prise de muscle notamment, musculation on va dire et beaucoup du coup et principalement je dirais à 90
des mecs qui font de la calisthénie et là, je OK. bosse avec, des athlètes du coup internationaux, les plus gros athlètes du marché, athlètes avancés, intermédiaires et athlètes débutants et le point commun, c'est que du coup, on travaille tous ensemble pour, aller chercher des résultats avec leur business. Et tu travailles avec combien de personnes actuellement? En client actuel, je dois être entre, faut que je regarde ma pipeline, mais on va dire entre 10 et 15 ou 15-20 je crois. Actuel, hein, OK. bien sûr. OK. Et tu gères ça tout seul ou tu as des coachs à l'intérieur aussi, qui t'aident? Bah, là, je commence à recruter, pas des coachs du coup parce que c'est pas la delivery en fait, pareil par rapport à ça, là, sur un plus business, moi, c'est super important d'apporter vraiment beaucoup de résultats à mes clients. Je passe, premier degré, hein, j'ai peut-être 2 à 3 heures de delivery par jour à faire, mais c'est ce qui OK. fait que mon business, il est aussi croissant. C'est ce qui fait que j'ai Mmh. énormément de résultats clients. C'est parce que je suis derrière eux, mais comme un fou, en fait. Là, Mmh. par exemple, avant de t'avoir en call, j'ai eu, 3 heures de call de delivery et ce soir, j'ai encore des calls de delivery, tu vois? OK. Et ça me dérange pas de le faire parce qu'en fait, justement, j'ai recruté, pour du setting, donc de la prospection, j'ai recruté une assistante virtuelle, j'ai recruté un media maker, un monteur vidéo. Donc en fait, il y a beaucoup de tâches qui me prenaient du temps et qui me rapportent de l'argent du coup, bah, qui sont déléguées et du coup, moi, je mets mon focus sur 2 choses: l'acquisition, le management de ces personnes-là et la delivery. OK. C'est, c'est quoi la vision derrière? Quand je dis ça, c'est une question très large, très vague. Hem, Est-ce que c'est, une activité sur laquelle tu te projettes, sur les 10, 15 prochaines années? Ouais, j'ai une grosse, mission, je pense. Après, Mmh. moi, je parle toujours du principe et c'est ce qui se passe depuis 5 ans, donc on sait jamais ce qui peut se passer et j'ai jamais réussi à avoir une vision claire de ce que je vais faire. J'ai toujours, on va dire, une petite pensée vers ça, tu vois? Après, je laisse les choses faire et quand j'ai des opportunités, souvent, je les saisis et là, vu que ça commence vraiment à être concret, notamment dans le coaching en calisthénie, j'ai de plus en plus de coachs, bah, des gens qui veulent devenir coach, des gens qui font du coaching en calisthénie, soit des athlètes ou juste des gens random, tu vois? Qui veulent en vivre. Bah, en fait, j'ai quasiment ouais, je dois avoir 100 de résultats clients parce que tous ceux qui me rejoignent et qui appliquent, ils ont du résultat, tu vois? Donc en fait, la mission derrière ça, c'est vraiment de développer le marché de la calisthénie et du street workout, qui est dans une branche du coaching sportif. Là, actuellement, je prends encore des coachs sportifs dans différents domaines, hein, mais là où je suis plus drivé, où je sais que dans 15 ans, ça aura explosé, c'est la calisthénie et du coup, là, en fait, bah, j'ai une vision de fou par rapport à ça, donc je pourrais dire beaucoup de choses, mais je sais que ça va se développer. Je sais que le marché va se développer car il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de gens qui vont se faire prospecter des marchés, donc qui vont passer à l'action, qui vont investir. Donc ça va créer un engouement et forcément, ça va, s'améliorer et dans le bon sens, je pense. Ça va s'améliorer. OK. C'est le seul projet que tu as envie de développer dans les années qui viennent? Ou est-ce qu'au contraire, cet esprit, multicurieux que tu avais quand tu étais jeune, il est resté et du coup, tu as envie d'en développer, beaucoup d'autres et si oui, dans quel domaine et pourquoi? Franchement, oui. Je sais pas encore dans quoi, mais tu vois, je sais que je vais scaler ce business-là et que, je vais faire du cash avec, du cash flow et que, ouais, c'est cool, hein. Des Mmh. 10K, 20K, même 50K par mois un jour, ça va arriver. Hem, mais effectivement, j'aimerais bien faire d'autres projets, mais juste pour le kiff, en fait. Mmh. Et vraiment, c'est juste pour le kiff, c'est pas pour le cash, c'est juste pour le kiff. Donc ouais, ce côté un peu, je suis curieux qui va revenir au bout d'un moment, mais tu vois, je saurais pas te dire encore dans quoi. Mmh. Là, ce que j'essaie de faire justement, je fais du coaching physique avec mes élèves sur des solutions du coup à étiquette où, vraiment, bah, ça vaut le coup que ça vaut. On se voit en physique. Derrière, je sais que le résultat, il est encore plus puissant que si on se voyait en ligne. Donc déjà, il y a le physique que j'ai inclus pour j'ai diversifier un peu mon coaching et pas juste, tu vois, faire du coaching en ligne derrière un écran, ce qui me drive, mais ce qui est moi, j'aime trop le contact humain, j'aime trop être avec les gens. Donc j'ai fait quelques coaching physique. Là, je vais encore en faire. J'ai organisé un séminaire. Je pars en voyage pareil avec un élève et 2-3 personnes aussi du réseau qui sont, trop bons dans ce qu'ils font et cetera et qui sont incroyables et derrière, je vais encore partir en voyage et je vais encore partir en physique dans d'autres villes et cetera en France, rencontrer d'autres clients à moi, en fait, sur des prestats, tu vois? Mmh. Donc pour l'instant, c'est ce qui me drive, on va dire, ça, c'est un peu ma vision que j'ai pour l'instant de continuer à développer ça, le côté humain, des séminaires, des prestats en physique parce qu'au final, ça sort un peu du cadre coaching en ligne, tu vois? Et moi, c'est ce que j'aime, tout en restant dedans, bien sûr et par contre, dans les prochaines années, si on se projette dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais absolument pas quel business je vais développer, en fait, parce que, je sais pas, c'est juste le chemin qui me dira, en fait, où aller, tu vois? Je vois. Et du coup, autre question et ça va mener à un sujet, dont j'aime bien débattre parce que tout le monde n'aime pas en débattre. Toujours en France? Toujours en France. Et justement, tu me disais que tu avais un avis controversé sur le sujet.
Je suis Oui. intéressé à l'idée d'avoir le tien, justement. Bah, pour moi, les gens sont matrixés par les réseaux, sont matrixés par l'entrepreneuriat, sont matrixés par faire 10 000 € par mois et tous, en fait, dès qu'ils commencent à faire un peu d'argent, ils s'expatent, ils partent, en Thaïlande, à Bali, très principalement, du coup et en vrai, ceux qui y vont, bien sûr, je critique pas, attention, hein, mais Mmh. ils font ce qu'ils veulent. Moi, je parle de certaines personnes, on va dire, spécifiques. Mmh. Pareil, ils vont à Dubaï, enfin, les gens cherchent juste à l'optimisation fiscale, ce que je peux comprendre parce qu'en France, on n'est pas bien aidé. Quand tu es entrepreneur en France, en vrai, tu pas bien aidé, on va pas se mentir, hein, ça pue la merde en France. Mais il y en a qui sont matrixés justement par partir et moi, je l'ai vu chez beaucoup de personnes, hein. Il y en a qui partent et qui pensent qu'ils vont scaler leur business. Au final, ils vont dans un endroit beaucoup, je sais pas moi, moins développé, peut-être plus développé, donc ils font plus d'argent, mais en général, il y a aussi des côtés un peu où ça fait du scam et tout, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des côtés comme ça. Il y a aussi des personnes qui partent dans l'optique de faire plus d'argent au final, qui sont juste en vacances et qui vont jamais réussir à scaler leur business. En fait, moi, je suis vraiment dans l'optique de je suis en France, j'ai la chance d'avoir encore des parents, de la famille, des proches à qui je tiens, tu vois, en physique. Donc autant rester ici, autant voir ma famille, certes, profiter un peu et cetera enfin oui, en fait, profiter tout en travaillant et quand je veux partir en voyage, bah, je pars en voyage quand je veux parce que j'ai un domicile ici et bah, quand je veux revenir, en fait, je peux aller, chez qui je veux, tu vois? Moi, c'est cette liberté-là que j'aime, cette flexibilité, mais en tout cas, je suis pas le genre de mec qui va s'expat, juste pour de l'optimisation fiscale. Peut-être que je le ferai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fait sens, mais je le ferai jamais juste pour, gagner plus d'argent. Il y en a qui font ça juste pour gagner plus d'argent. Au final, ils se retrouvent à ne plus être heureux, à vouloir revenir en France, à être tristes dans leur pays parce qu'ils sont seuls, parce que la solitude frappe, il y a plus leur famille et moi, c'est pas une chose que j'ai envie personnellement. Moi, je pense que et j'en discutais avec, Rémi qui était, en podcast avec nous il y a pas longtemps, Rémi Desmatos, qui était, pour la petite anecdote, sales manager de Antoine Blanco, Loïc Bourget, ce genre de profil, justement, des gros profils, qui lui, justement, est déjà passé à Dubaï parce qu'il devait aller voir ses propres clients ou, ces gens-là Mmh. et qui n'a pas du tout apprécié l'endroit et du coup qui n'y est pas allé et qui s'est expatrié à Bali, et qui probablement rebougera, plus tard. Et ce qu'on expliquait, ce que je trouve très pertinent, c'est que le choix de l'endroit où tu vas, il effectivement, le laisser, te driver juste par, la fiscalité de l'endroit où tu vas, c'est un problème. Je pense que c'est plutôt une question de cadre de vie, de ce que tu as envie de construire. Dans le sens où si demain, par exemple, imaginons que tu te maries et que, tu as envie d'avoir des enfants, que tu as des enfants et que tu vis dans un pays qui est pas très sécuritaire, peut-être que tu auras envie de bouger. Pas forcément de pays, mais même juste de ville. Typiquement, là, aujourd'hui, je sais pas exactement la ville où tu habites, mais imaginons que tu sois aujourd'hui tes parents habitent à Saint-Denis en France, ou, vers Orly ou, dans les quartiers nord de Marseille ou, pour être bordelais, aux Aubiers. Peut-être que tu auras envie de bouger pour que ta famille soit plus en sécurité et que tu te mettras soit dans une ville qui est un peu plus, protégée ou alors dans un pays où tu as beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Hem, je pense que l'expatriation, elle a d'autres avantages. Tu en parlais tout à l'heure, c'est le cercle social et cetera. Et effectivement, tu as du bon et du mauvais partout, en fait. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut se dire. Heu, tu as en France, mais en France, tu as aussi, en vrai, par exemple, je trouve que et je suis vraiment intéressé à l'idée d'avoir ton avis parce que tu as sorti un truc sur lequel je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Hem, pour toutes les personnes qui, ont actuellement un métier, ont un salaire et qui veulent lancer une entreprise, c'est hyper simple de lancer une entreprise en France. Faut s'en rendre compte et des fois, faut un peu remercier, le pays où on est. Faut se rendre compte que si demain tu as une rupture conventionnelle avec ton travail ou que tu finis un CDD par exemple et que tu décides de lancer une micro-entreprise, la micro-entreprise ça te coûte 0 €. La première année, tu as que 12 de taxes ou 14, je sais plus. Tu as 10 une même, remise en gros. 10? Comment? 10 je crois Oui, avec la 10, ouais, c'est ça la première année, hem et tu as droit au chômage à côté et en plus le chômage tu peux toucher des grosses sommes d'un coup parce que tu es en train de lancer une micro-entreprise. Tu peux toucher le 60 de ton chômage en 2 fois. Une première fois, 30 direct et 30 6 mois plus tard. Donc en fait, tu es ultra aidé pour lancer une boîte en réalité. Alors tu peux toucher, 6 000 € fois 2, en 6 mois et tu lances ta boîte. Ouais. Et ça peut être une boîte de service, donc 0 coût de création. Donc juste tu as touché 12 000 €, tu as lancé ta boîte, tu as que 10 de charge. Genre faut se rendre compte que la plupart des pays où tu veux lancer un truc comme ça, ce n'est pas aussi simple et le coût de la vie n'a rien à voir. Imaginons tu vis à New York, tu quittes ton travail, les aides ça a rien à voir. Créer ta boîte, ça te coûte de l'argent et tu as un marché qui est juste, monstrueusement plus gros et beaucoup plus concurrentiel. Donc je pense que c'est intéressant aussi de se dire, en fonction du stade où tu en es, il y a pas forcément que des désavantages à être en France.
mais de manière générale, je trouve que l'avis que tu as, il est pertinent dans l'idée que, la fiscalité doit pas être une raison pour laquelle, s'expatrier. Maintenant, il y a des avantages à s'expatrier comme il y a des avantages à rester proche de sa famille. Ce sur quoi j'ai envie de te questionner du coup, c'est est-ce que cette proximité avec ta famille, que tu sois expatrié ou pas, c'est-à-dire que même si tu devais t'expatrier, est-ce que ce serait un pays qui est proche de la France pour justement pouvoir voir ta famille, de manière assez rapide et simple? Est-ce que ça, c'est un critère qui sera important que tu si un jour tu t'expatries? Est-ce que ça fera partie des critères de dire, «OK, si je m'expatrie, c'est dans un pays qui est proche parce que je veux pouvoir revoir ma famille, assez rapidement, assez facilement et qu'ils puissent venir me voir potentiellement aussi. Ça fait partie des critères qui sont importants pour toi? En vrai, oui. En fait, il y a ça, il y a la famille, et c'est vrai qu'il y a un Mmh point mh. aussi que j'ai pas développé, mais il y a aussi le fait de, tu sais, la culture française, la culture, occidentale, européenne, et cetera. Mmh. Je vais pas te mentir, hein, il y a une chose qui m'a le plus manqué quand je partais, loin de la France, et il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais c'est vraiment une cause pour laquelle je peux rentrer plus tôt à cause de ça, c'est la bouffe. Par exemple, et il y a plein de trucs comme ça, en fait, où tu sais, on a nos habitudes en France, notre routine, notre manière de vivre, nos habitudes, notre lifestyle, tu vois? Et en fait, le «perdre» entre guillemets ou changer de lifestyle, des fois, ça peut vraiment créer de la friction. En tout cas, moi, à chaque fois que je pars en voyage, je sais qu'au bout d'1 mois, je commence à me dire: «Oh, ça commence à être lent», tu vois? Mmh. Ça commence à être lent. Ça veut pas dire que je peux pas voyager plus d'un mois ou qu'au bout d'un mois, je suis obligé de rentrer, mais je me dis: «Ça commence à être lent». Donc en fait, là où je parle d'expatriation, où c'est pas forcément simple pour tout le monde, c'est qu'il y en a beaucoup, et je te dis encore aujourd'hui, je le vois sur des comptes de personnes qui veulent le faire, au final, qui se sont dégoûtées et tout. Beaucoup de gens qui veulent s'expatrier pour différentes raisons, pour la simplicité, pour des raisons d'argent et tout, ce que je peux en vrai comprendre, hein. Mmh. Mais il y a des réflexions en fait, si tu veux, le pour et le contre n'est pas assez pesé, Mmh. et on pense que au pour, sans penser aux conséquences. Et effectivement, moi, bon, je suis un peu ingrat, je parle pas forcément des aides qu'on a en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, comme il y a beaucoup de désavantages. Surtout comme moi, dans ma situation où j'ai une société, par exemple, si tu pas de holding et que tu essaies de payer le moins d'impôts possible, en société, tu te fais allumer, tu vois? Si on Mmh. parle C'est du vrai. fisc, par exemple. Mais à la fois, il y a beaucoup d'avantages. Donc en fait, ça dépend vraiment de ta situation, ça dépend vraiment de où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux faire, et c'est important de peser vraiment le pour et le contre. Et je pense que pour revenir à ta question, pour éparpiller, je pense que oui, c'est en vrai, c'est important que je reste, à côté de ma famille si jamais je m'expatrie, ou même si je déménage et qu'un jour j'ai mon appart, une maison, qui sait, que sais-je, tu vois? Peu importe. Et au pire, si je pars, si je sais que je veux partir loin, parce que je sais jamais, tu vois? Imaginons demain, je vais dans un pays qui est à 5 heures d'ici, et c'est le meilleur pays que j'ai fait de ma vie, je me sens trop bien, c'est incroyable. Bah, en fait, je vais juste vouloir rester là-bas et à la limite faire venir des proches et rendre plus souvent visite à mes proches, et limite à en payer les conséquences qui sont les frais de voyage, de devoir faire des allers-retours, et cetera. Je le ferai. Je prends la responsabilité de si j'ai une expatrié, moi je veux quand même voir ma famille, et cetera, rendre visite à des proches et tout, parce que c'est en vrai le plus important. Il faut pas être, voilà, faut pas penser en gros qu'à soi, même si c'est important d'avoir un bon égoïsme pour son succès à soi. Moi, je trouve que c'est important aussi derrière de rester proche, de rester, proximité. Que tu sois à 7 heures, à 12 heures du peu importe, hein, de chez toi, c'est important. Et du coup, ça m'amène à un autre sujet, c'était expatriation et ce futur. Hem, Aujourd'hui, tu as 20 ans, je l'ai répété plusieurs fois dans ce podcast, donc c'est plutôt jeune, mais je le répète aussi parce que c'est relativement rare d'avoir cette forme de maturité et de réflexion, à 20 ans, et d'avoir déjà un passif de 4, 5, 6 ans, d'entrepreneuriat et de création de contenu et cetera. Hem Est-ce que ce futur-là, justement, qui semble, pour l'instant, comme tu disais, tu te poses pas trop de questions et tu verras un petit peu, ce que ça donnera plus tard. Est-ce que ce futur-là, c'est quelque chose, qui t'angoisse ou quelque chose, qui au contraire, c'est quelque chose sur lequel tu te poses pas trop? Donc là, en gros, on parle d'expatriation, du fait de partir ou de rester On parle là. de ton futur de manière générale. Est-ce que le futur, c'est une notion? Tu vois? Est-ce que le fait de te projeter, Mmh, que ce soit quelque part OK. ou avec des gens ou dans une situation ou dans une entreprise, le fait de te projeter au futur, c'est quelque chose qui t'angoisse ou au contraire, c'est quelque chose qui t'excite? Les 2. Les 2 parce que quand tu vois ce que tu peux faire aujourd'hui, tu t'imagines avec plus de compétences, plus de knowledge, plus d'avancées, tu vois, sur ton terrain. Tu te dis: «Mais en fait, si là, maintenant, je peux faire ça, imagine, enfin, qu'est-ce que ça va être quand je serai dans cette situation?» par exemple. Mmh. Mais à la fois, moi, je suis quelqu'un de là, on parle par rapport à ma perspective, ma personne, je suis très stressé de base. Je me pose OK. beaucoup de questions, très stressé, très, overthinking tout le temps, tu vois? Et il y a quand même ce stress tout le temps de: «Est-ce que ça a fonctionné? Où est-ce que je serai? Comment ça se passait?» Moi, je vais pas te mentir, hein, j'ai toujours l'angoisse, et encore actuellement, même là, demain,
hier, par exemple, tu fais une vente à 6K, 6K one shot, tu es content, tu as fait 6 000 €. Ça change absolument rien à ta pensée. L'argent, c'est pas, on va dire, ce qui va changer ta vie, tu vois? Moi, j'ai toujours cette angoisse de même si je fais, 20 000 € maintenant, là, tout de suite, en une seconde, je vais me poser des questions. Parce que j'ai encore des croyances, j'ai des traumas qui sont liés à mon inconscient, qui sont liés à des choses qu'on m'a inclus dans le passé, tu vois, dans mon cerveau. Et c'est des choses qu'il faut juste comprendre. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre ça justement, de traiter pour m'en servir de manière positive parce qu'une peur peut être une bonne chose pour toi, tu vois? C'est important aussi de le comprendre. Donc ouais, je suis grave angoissé, mais à la fois, je rationalise de fou cette angoisse et je me dis que c'est une bonne chose, tu vois? Moi, je trouve ça, curieux les gens qui, se projettent à 10 ans et se disent, «Ma vie, ce sera ça». Heu, je trouve ça exceptionnellement utopique parce que ça n'arrive jamais. Hem, Oui. parce qu'on est début 2026, on est, début février 2026. Les gens qui se sont projetés à fin décembre, je donne le challenge à qui que ce soit qui s'est un jour projeté à l'idée d'1 an, de me valider le fait que cette vision qu'ils avaient à 1 an près s'est réalisée même à 50. En vrai. Hem, je pense que c'est utopique parce qu'en fait, il y a une notion, d'imprévisibilité de la vie Mmh. qui est monstrueuse, en fait. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à ce que, on perde un proche. On s'attend pas à ce que, on se prenne un accident, on se casse un cou d'un truc. On s'attend pas à ce que: «Ah tiens, je tombe malade d'un coup». En fait, c'est des trucs que la plupart des gens, quand ils font des plans, ne prennent pas en compte et ce que je trouve intéressant dans ta vision, c'est que, il y a cette notion d'excitation parce que, bah, l'avenir te réserve effectivement plein de surprises et plein de belles choses et en même temps, il y a cette notion de grosse prudence dans l'idée de: «OK, je sais que je suis quelqu'un d'angoissé, je sais que j'ai beaucoup de croyances qui sont inscrites, et du coup, je sais que ce sera toujours un truc sur lequel il faut que je travaille, et un pas un frein, mais plutôt un élément important à bosser dans tous les cas». Hem, comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu abordes cette notion de: «OK, genre, j'ai accompli ce que je voulais». Je sais plus qu'est-ce qu'il dit ça, je crois que c'est, Chris Williamson qui explique, il donne une citation, je sais plus de qui c'est d'ailleurs. Hem, il dit: t'as déjà accompli des rêves que tu disais qui te rendraient heureux». Tu l'as déjà fait, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait 10 000 €, en fait, il est toujours pas satisfait, toujours pas heureux et en fait, Oui. il y a 2 ans, il disait, «Quand je gagnerai 10 000 € par mois, je serai le plus heureux des hommes». Et bizarrement, ça n'est pas arrivé et je pense que ça renforce cette notion d'angoisse, en fait. Parce que tu te rends compte que tu as pas travaillé sur le bon truc ou qu'en fait, c'était pas ça la solution et qu'il y a pas vraiment de solution, en fait. Parce que l'esprit humain est câblé pour être éternellement insatisfait. Hem, justement, est-ce que toi, il y avait, des rêves comme ça que tu as déjà accomplis et en fait, tu t'es rendu compte que, bah, c'était pas la solution à tous tes problèmes? Alors, que j'ai accompli, oui. En vrai, mon ressenti par rapport à ce que j'ai accompli, c'est que j'ai énormément de gratitude, j'en suis fier et je suis pas en mode, enfin, tu veux toujours plus évidemment. Évidemment que tu veux toujours plus. Mmh, Mais c'est vrai qu'une fois que c'est passé, une fois que tu l'as fait, hem, bah, c'est vrai que tu te sens en mode, en fait, c'est tranquille quoi. Enfin, c'est pas le saint graal, tu vois? Toujours plus à faire. mmh, Il y a toujours quelque chose au-dessus, il y a toujours le next level. Donc là, je dirais par exemple, bah, pour prendre l'exemple des voyages, je sais pas moi, par exemple, tu fais un pays, tu le visites, à la base, tu voulais vraiment faire ce voyage et au final, tu vas te dire: «Ah putain, maintenant j'ai envie de faire ça. Maintenant j'ai envie de faire ça. Maintenant j'ai envie de faire ça» et au final, tu t'arrêtes jamais, tu veux tout le temps faire d'autres pays. Moi, c'est ce qui se passe actuellement, tu vois? Donc c'est ce qui se passe dans ma vie et c'est pareil pour l'argent. Quand je faisais 3K par mois, alors que pourtant c'était logique, enfin déjà même, on part de zéro. Quand je faisais zéro, je me disais que c'était impossible que je fasse 3K en très peu de temps et ça arrivait très vite. Quand j'ai commencé bien sûr à bosser et cetera, à mettre en place des modes d'action, 3K, OK. Ah 5K c'est impossible. OK 5K c'est fait, c'est possible. Ouais, c'est tranquille, mais c'est pas assez. 7K, allez 7K, allez 10K, 10K, maintenant je suis à plus de 10K par mois, je suis avec mon business et j'en suis fier et c'est immense gratitude. J'en suis reconnaissant, mais tu veux toujours plus. Là, je suis pas satisfait et tous les jours en fait, vu que je suis drivé pas par l'argent que je fais, mais par quelque chose de plus profond que ça, par aider, par, tu sais, j'ai vraiment une mission d'aider les gens, de développer le marché dont je t'ai parlé. Mais en fait, au final, faire 10K, ça va rien changer ma vie, tu vois? Enfin, oui, ça peut changer quelque chose théoriquement et mmh, factuellement, mais ça va pas m'aider à me sentir forcément mieux ou en mode: «C'est bon, je suis accompli», tu vois? C'est juste, en gros, le résultat, enfin la cause, conséquence, tu as compris, quoi. C'est quelque chose qui est en conséquence d'une action, en fait.
C'est, heu, c'est intéressant parce que du coup, tu parles même plus du résultat comme étant quelque chose de vraiment intéressant ou vraiment important, mais plus, ce que tu fais au quotidien et pourquoi tu le fais. Il y a beaucoup de gens qui sont drivés par, justement ce résultat-là et en fait, quand ils l'obtiennent, ils sont vraiment hyper insatisfaits de l'obtenir. Hem, Est-ce que justement, toi qui aides des gens à développer leur activité, est-ce que tu te focalises sur l'obtention de leurs résultats? Ou est-ce qu'au contraire, tu te focalises sur ce qu'ils font au quotidien et le plaisir qu'ils y prennent? Il y a une part des 2 parce que honnêtement, quand une personne, investit sur toi, que ce soit 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 €, enfin même plus que ça, 15 000, 20 000, et il y a même des solutions à plus de 50 000, 100 000, hein. Alors aux Mmh. US, ça se fait beaucoup. Je pense que quand quelqu'un investit sur toi, c'est important qu'il ait un retour sur investissement, financier, donc ça, c'est le plus important. Donc en fait, souvent, moi, ce que j'apporte à mes clients, c'est un résultat financier, très rapidement. Mmh. Je prends l'exemple tout bête, mais quelqu'un m'a rejoint, par exemple, récemment et en 24 heures, il a fait, 2 300 €, ce qui est exceptionnel. Sachant qu'il avait jamais fait autant d'argent en très peu de temps, en si peu de temps, que de base, il a 500 € par mois avec le coaching, tu vois? Et là, il a fait 2 300 en 24 heures, c'est insane, hein. Et en fait, bah, sur le comptant, il est content. Sur le moment, et pardon, il est content, il est heureux avec ça, il se dit: «Putain, c'est fort quand même». Mais ça change rien, tu vois, à sa vie, et au final, il veut toujours faire plus. Et c'est là où moi, je vais intervenir. Ouais, tu as fait X euros, tu as fait X euros, tu as fait X euros, mais je trouve le plus important, c'est d'être aligné, en fait, de comprendre pourquoi tu fais ça. De comprendre l'importance de la prospection, l'intérêt que ça a, pourquoi tu fais ça. Création, c'est la même chose, delivery, c'est la même chose, délégation, enfin chaque action que tu mets en place dans ta vie, le fait de bien manger, le fait de faire du sport, tout ce que tu fais, absolument tout, il faut qu'il y ait une raison derrière ça. Et si je peux me permettre du coup de parler une de mes anecdotes qui m'est arrivée, quand Carrément. j'étais en Thaïlande. Donc en fait, j'ai enchaîné Budapest, Thaïlande, et j'ai fait plusieurs îles en Thaïlande, j'ai fait Bangkok, je crois Koh Samui, d'autres îles, et cetera. Et j'étais dans un moment où j'étais uniquement drivé par le cash. Je venais faire un mois à 7 000 € et je me prenais pour l'entrepreneur que je pensais être, que je n'étais pas. Je me suis dit: «Ça y est, là, j'ai fait 7K, c'est bon, il faut que je commence à déléguer, à envoyer plus de volume, à trouver un setter, et cetera». Alors que pourtant, j'étais même pas à 1 de mon potentiel, hein, et je suis toujours pas aujourd'hui, en fait. Et à ce moment-là, je voulais déléguer. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai conscience qu'avec le chiffre que je fais, je suis toujours pas à 5 de ce que je peux vraiment faire. Et du coup, je me suis focalisé uniquement sur le résultat et pas sur, ce que je faisais, sur la valeur que j'apportais. Et au final, je commence à rater tout ce que je fais. Ma création du contenu, mes calls de closing, ma prospection, tout se passe mal. Des gens m'insultent, me bloquent, je rate mes calls de closing. Et ce que je dis, c'est vrai, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. À ce moment-là, je suis en Thaïlande, j'ai 15 000 € qui se bloquent sur mon compte, un litige commercial qui intervient dans mon business, un mec qui se rétracte et qui me fait un litige alors qu'en vrai, on aurait pu se régler ça à l'amiable. Énormément de choses qui se passent en une semaine. J'ai l'impression de prendre une énorme tempête sur le crâne parce que je suis drivé par les cash. Ce que j'ai fait après ça, donc je suis rentré chez moi, je suis rentré de Thaïlande, et cetera. OK, cool. Chez moi, pendant 2 semaines, j'ai arrêté de bosser. Je me suis concentré, et pendant 2 semaines, et je pourrais même te montrer les notes si tu veux après. J'ai, je crois, 15 ou 16 pages de Notion d'une conférence d'un mec aux US qui s'appelle Kevin Trudeau, qui a fait une conférence sur, le why, sur, en gros un peu comme Napoleon Hill, tu vois? Un auteur que j'aime beaucoup. En gros sur le why, mais détaillé vraiment en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de formation. Et c'est vraiment juste, tu l'écoutes et tu prends des notes et tu appliques. J'ai fait ça pendant 2 semaines, tous les jours, je me notais plus aucun business. Et au final, 2 semaines après ça, du coup, enfin 1 semaine après ça, on était fin décembre, je me rappelle encore. Je reprends la prospection, je reprends la création de contenu, je reprends la delivery. Tout se passe merveilleusement bien. Je rate même un closing de closing. Je suis totalement aligné avec ça. Et comme par hasard, fin décembre, premier résultat, je commence à faire ma plus grosse vente que j'ai jamais fait, en fait, tu vois, en contracté. Et le mois qui suit, je fais plus de 10 000 €. Et j'étais sur, justement le mois de mes 18 ans, en janvier. Et là, j'étais en mode: «Mais en fait, c'est ça qui me manquait depuis le début, c'était l'alignement». En fait, je vais beaucoup plus vite quand je suis aligné, tu vois? Et Mmh. c'est vraiment là où j'ai compris que faire du résultat, c'est cool, faire du cash, c'est cool. Mais quand tu as pas le pourquoi, le comment, il sera jamais parfait. Et si tu cherches le comment depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et que tu as pas le pourquoi, le comment ne viendra pas. Et c'est une chose pour moi qui arrive, c'est la conséquence pareil de trouver, son why. Quand tu trouves ton why, le comment vient automatiquement à toi. Mmh. Je dis pas qu'il va venir par magie, bam, hop, il tombe dans ta chambre, non, non, pas du tout. Ça vient parce que tu vas le provoquer, tu vas faire des choses qui vont faire que tu vas obtenir ces process-là, tu vas te former, tu vas apprendre des choses. Mais si tu as pas le why, ça viendra jamais. C'est un peu ce que j'en pense. Je voulais rebondir sur un autre truc avant de rattaquer sur le why. Tu parlais tout à l'heure de, 3 000 € c'était pas possible, après 5 000 € c'était pas possible, voyager c'est pas possible ou, faire 25 pays c'est pas possible.
et en fait, à chaque fois, cette croyance était cassée par le résultat et tu voulais re-obtenir quelque chose de nouveau. Et je trouve qu'il y a un concept qui illustre très bien, en fait, cette espèce de changement de paradigme et de de vision de la vie. C'est la notion du standard. Il y a énormément de gens qui la connaissent pas. En fait, c'est une notion hyper simple, mais qui est hyper, pratique, c'est de se dire: «Mes standards actuels définissent, ce que je considère comme acceptable, dans la normalité». Donc c'est-à-dire, gagner 2 000 ou 2 500 € par mois, c'est normal, c'est un bon salaire. Ou alors, tu considères que ton standard, c'est 10 000, donc du coup 2 500 €, c'est, inacceptable. Et c'est en fait, on parle beaucoup d'argent, mais c'est le cas dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que, c'est tu peux aussi avoir, et on en parlait notamment avec, Timmy Onivar, je mettrai également le lien vers le podcast avec lui. Et c'est vrai que, on en parlait, même dans les relations. Mes standards, c'est, cette personne, si elle me fait ça, c'est veto, c'est au revoir. Si cette personne, elle fait ça, c'est au revoir. Ou au contraire, mon standard, c'est, je ne m'entoure que de personnes qui font ça, qui font ça, qui font ça, qui cochent telle case. Je trouve que c'est hyper important de poser des standards, pas forcément d'en poser trop ou des trop élevés, mais même trop élevés, c'est un jugement de valeur sur ce que c'est un bon standard ou un mauvais, en soi chacun les siens. Mais je trouve que c'est hyper important d'avoir des standards. Il y a des gens qui en ont aucun et en fait, ils sont perdus parce que du coup, ils ont l'entourage qu'ils veulent pas, ils ont le salaire qu'ils veulent pas, ils ont la situation de vie qu'ils veulent pas, ils ont une vie qu'ils veulent pas. Parce qu'ils ont posé aucun standard à l'origine et qu'ils acceptent à peu près tout. Et je pense que c'est les gens qui disent oui à tout qui justement se trompent. D'ailleurs, c'est Warren Buffett qui disait, la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui réussissent beaucoup, c'est que les personnes qui réussissent beaucoup disent non à peu près tout. Et c'est totalement vrai, tu vois? C'est vraiment l'idée de: «Je dis non à ça, 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 parce que je ne dis oui qu'à ça et donc du coup j'ai droit qu'à ça», tu vois? Et je trouve que c'est hyper pertinent, et la notion du standard justement, que tu exprimes très, très bien dans l'idée que en fait, à chaque fois que j'atteins un nouveau palier, bah, en fait, j'ai envie du suivant. C'est Ouais. vraiment ça, en fait. C'est la notion de standard. Hem, Avant de rebasculer dans le why, et je sais qu'on switch un petit peu, mais j'aime bien faire ça. Je trouve qu'intellectuellement et même pour les personnes qui nous écoutent, c'est intéressant comme exercice mental. Hem, est-ce que toi aujourd'hui tu as un certain standard? Heu, je parle vraiment niveau business pour le coup. C'est quoi ton standard actuellement? On saura du coup de chiffre d'affaires, de situation dans laquelle je suis. De situation business plutôt que de chiffre d'affaires, je dirais plutôt, j'aide combien de personnes, comment est-ce que je structure mon entreprise, je travaille combien de temps par jour et cetera. Comment OK. est-ce que je me positionne en tant que chef d'entreprise, et pas simplement comme, prestataire de services indépendant. C'est quoi ton standard de chef d'entreprise de Eitan de 20 ans actuellement? OK. Déjà par rapport au temps que je passe à bosser, il y a même pas de temps. Enfin évidemment, bosser 12 heures par jour, pour moi, ça va pas. Il faut que je bouge, il faut que je fasse des trucs. Je suis quelqu'un d'hyperactif, pas considéré hyperactif, pas, diagnostiqué hyperactif, mais je Mmh. bouge tout le temps en fait. Multicurieux, hein, si ça vient de là parce que je bouge tout le temps. Donc moi, j'ai beau bosser 8 heures, 10 heures, 12 heures, Mmh. même 2 heures, ça revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que je kiffe tellement ce que je fais, que je suis tellement aligné que déjà j'ai pas vraiment un temps, on va dire imparti pour bosser. Je peux bosser autant que je veux, OK? Maintenant par rapport à mon business, on va dire entre 5 et 10 clients actuels quand même à aider minimum, mais encore maintenant je tirais plus vers entre 10 et 15 minimum. Parce qu'en fait au Mmh. début, vas-y, tu te dis: «OK, je veux au moins 3 clients», après, bah, ça augmente, tu te dis: «OK, je veux entre 5 et 10». Là, par rapport à mes croyances actuelles, je suis sûr que c'est basé par rapport à mes croyances, hein, peut-être que le temps dans 2 ans, il aura des standards différents. Mais là, actuellement, je me dis entre 10 et 20 clients actuels, bien sûr, c'est important pour moi. Pour que je puisse faire mon taf, délivrer, changer des vies et je sais qu'aussi ça aura des répercussions du coup positives sur mon business parce que qui dit des élèves qui sont satisfaits, qui dit de la recommandation, qui dit ça renouvelle, upsell, downsell, enfin après c'est un business juste croissant en fait. Parce qu'on fait Mmh. travailler la TV, tu vois? Au niveau équipe, en vrai, avoir un monteur media maker, je trouve ça change la vie. Même avoir un setter. En fait, maintenant que j'ai goûté au management, que j'ai galéré à mettre en place pendant plusieurs mois, maintenant que j'arrive à le faire et que j'ai du résultat à travers justement ce management, je me vois plus en prestataire, en fait. Je me dis: «C'est trop bien, c'est tu fais bosser des gens, tu changes leur vie» parce que là, les mecs que je paye littéralement pour leur service, qui bossent avec moi, ils sont heureux de bosser avec moi parce qu'ils ont une vision de mon projet, tu vois? La même vision que je t'ai partagée au début de l'appel. Ils ont la même vision. Je leur partage la vision et c'est mon rôle, tu vois, en tant que CEO, on va dire, dans mon entreprise, c'est un grand mot, hein, mais de leur partager la vision de ce que je veux faire. Comme ça, eux, ils se projettent avec moi je me projette avec eux et eux, ils évoluent avec moi et moi, j'évolue avec eux. Donc c'est vraiment ça mes standards, en fait. Quand je vais avoir mon équipe, de la développer,
de les faire kiffer un maximum, de leur faire kiffer le travail, en fait, à faire, de leur apporter, bien sûr, des résultats parce que, bien sûr, tu les payes par rapport à la valeur qu'ils t'apportent, c'est très important pour moi. Hem et après, bah, sans parler de CA, si on parle pas de CA, ouais, c'est vraiment principalement ça, en fait et vraiment avoir, ouais, Mmh. 10-20 clients à aider parce que c'est trop bien de changer des vies et que des mecs t'envoient des messages: «Ethan, j'ai fait ça grâce à toi, grâce à toi». Même d'avoir des clients physiques et tout, c'est ce qui m'aimerait, quoi, donc voilà. OK. Est-ce que ça te donne de l'énergie de voir des gens comme ça qui ont la vie, qui change? Ah ouais, clairement. Ah quand tu changes avec quelqu'un, quand je sais pas, quand tu le payes ou même quand le mec te paye, hein, c'est pas que tu payes les gens, même quand ils te payent, tu vois, que tu changes leur vie. Après, si on parle de mon équipe, quand je les paye et que je vois qu'ils sont ultra contents et cetera, de faire un taf, pour X euros, peu importe, hein, la somme en fonction du travail qu'ils vont faire, bah, ils Ouais. sont contents, ça les fait kiffer, c'est leur projet, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur passion, tu vois? Mmh. Toi, tu leur permets justement de les faire, tu leur permets en fait de vivre de leur passion, même si c'est pas encore vivre, parce que je vais pas te mentir, hein, mes salaires encore ils sont pas du tout élevés, c'est proportionnel aussi aux chiffres que je fais. Donc plus j'aurai de chiffres, plus j'aurai des équipes que je paierai cher. Actuellement, c'est des chiffres qui sont, pardon, ça peut être entre 200-300 € et 800-900 000 €. Mais ils sont ultra et plus que ça, du coup, avec des commissions, ils sont ultra contents. Et si on parle, du coup, des gens, par exemple, qui me payent pour mes services, bah, ils sont trop heureux, ils me remercient, ils ont une full gratitude et moi, j'ai de la gratitude aussi de bosser avec eux parce qu'ils sont enseignants, ils appliquent grâce à mes process et ils ont du résultat et du coup, ils sont trop contents. Donc ouais, carrément, ça me donne full énergie, ouais, carrément. Trop bien. Trop, trop bien. Je te pose la question parce que pour une personne qui serait inspirée par ton parcours et par ce que tu fais, ce qui est hyper important de comprendre aussi, je pense, c'est que pour le coup, tu es vraiment sur un business d'accompagnement, pas sur un business avec un, un produit, tu vois, par exemple, digital ou physique. Tu es vraiment sur un business où il y a de l'humain. C'est pas un problème, tu vois, d'avoir un produit, mais forcément, il y a cet aspect humain supplémentaire de j'accompagne quelqu'un, donc je passe du temps avec lui. Et ce que tu démontres là, et c'est très, enfin, c'est vraiment le cas. J'ai eu plusieurs personnes en appel qui avaient en podcast qui avaient vraiment la même activité que toi sur d'autres niches. Il y a toujours cet aspect d'empathie, de besoin de voir l'autre, on appelle ça, est-ce que tu connais le mot compersion? Et j'ai déjà Non? entendu, mais je vois pas le sens, que ça, C'est business. le contraire, très mal connu, mais c'est le vrai contraire du mot jalousie. C'est-à-dire OK. que voir les autres réussir te rend profondément heureux. Je pense que le modèle d'accompagnement n'est fait que pour des gens qui sont capables de compersion. Ma croyance profonde, c'est vraiment ça. Et je suis grave d'accord avec toi. Parce que, en fait, là, je viens de me dire, juste, ça fait sens parce que c'est vrai que, du coup, plus tu vois des gens réussir, bah, plus tu as envie de continuer, plus ça te Ouais. motive et au final, tu es pas en mode: «Ah, il fait de l'argent, c'est chiant». Tu es en mode: «Ah, il se développe, c'est bien». Genre, c'est bien, je suis content, je suis heureux et du coup, tu as envie d'encore plus de l'aider et là, je vois encore dans mes calls que j'ai eu aujourd'hui, dans les calls que je vais avoir, j'ai des résultats, genre, je suis trop content et ouais, ouais, carrément, ouais. Ah, je savais pas, mais oui, ça fait carrément sens. Mmh. Ouais, pour le coup, c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est un mot qui est pas connu, c'est un mot que je trouve plutôt joli et qui fait beaucoup de sens. OK. Écoute, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de ce podcast. J'aimerais, aborder peut-être, heu, d'autres sujets ou au moins un ou 2 autres. Dans la préparation de ce podcast, tu me disais notamment, hem, que tu étais fier de prendre des décisions qui font peur, heu et je suis un peu curieux, notamment sur cette notion de décisions qui font peur. Qu'est-ce que tu entends par là? OK. Pour moi, une décision qui fait peur et bien sûr, hein, qui est bonne à prendre, mais qui fait peur, c'est une décision où tu sais que quand tu vas la prendre, bah, tu pas sûr d'avoir un retour sur investissement, pas forcément financier, hein, OK? Mmh. Tu pas sûr d'avoir un retour sur investissement, mais tu sais que c'est bon pour toi, que ça va être bénef, que ça va être bien, que ça va être de l'apprentissage, juste tu as peur de passer à l'action et on parle vraiment pas que de finances. Juste faire quelque chose, faire une action, pour les hommes qui nous écoutent, aller parler, aborder une femme dans la rue, c'est une décision qui fait peur. Mais le retour sur investissement de faire ça, c'est travailler sur la peur du rejet. Enfin, travailler du coup sur la blessure du rejet, de je m'en fous de me faire rejeter en fait et je peux avoir des 20 meufs en me faisant recueillir 20 fois, ça pose aucun problème. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, tu as masterisé le truc et c'est incroyable et c'est pareil dans le business, en fait. Moi, du coup, pour prendre mon exemple, qu'est-ce que j'entends par prendre des décisions qui font peur? Et j'ai investi 25 000 € sur mes compétences, dans tout business confondu, sur des mecs, apprendre de la guitare qui est derrière moi, par exemple, apprendre à parler des langues, apprendre aussi les métriques du business, création de contenu, notamment la vente, là où j'ai mis le plus d'argent, heu, plein de trucs en fait où j'investis sur moi. Dès que je sais que je peux avoir des connaissances, même le coaching en street, je paye des coachings en street aussi, tu vois? J'investis sur moi pour le street, le sport que je pratique. En fait, c'est à chaque fois je sais que je vais avoir peur, j'ai j'ai envie de le faire, en fait, je dois le faire, tu vois? Partir en voyage seul,
ça fait peur, je le fais. Quitter les cours, ça fait peur, je le fais. Je sais pas moi, recruter un mec alors que je me sens pas à l'aise de déléguer encore parce que X, Y, Z. C'est une croyance limitante, c'est bullshit, c'est rationnel. Prends la décision. Ça fait peur, mais faut que tu le fasses. Faut que tu passes par là, sinon tu pourras jamais être un CEO. Ça fait peur, mais je le fais, tu vois? Chaque décision comme ça, où tu sais que tu vas avoir un bénéfice rationnel, un retour sur investissement, mais que tu as juste des peurs, en fait, des croyances, bah, pour moi, c'est des décisions qui font peur et qu'il faut absolument prendre. OK, c'est pertinent, cette idée de rationalité, lors de la prise de décision. Hem, c'est quoi la plus grosse décision que tu prise, heu, durant ces dernières années d'entrepreneuriat et qui t'ait fait le plus peur? La première, bah, je dirais avoir quitté les cours. On y revient, mais c'est vraiment l'élément déclencheur et ça peut paraître bullshit ou machin, il abuse de son lifestyle. Non, en vrai, c'est vraiment quitter les cours, moi, c'était, quelque chose de très compliqué à faire où j'ai eu des mois et des mois de réflexion avant de le faire et quand je l'ai fait, c'était pas facile. Je l'ai même fait un peu en douce, indirectement parce que j'avais peur de le dire: «J'arrête les cours», tu vois? J'ai dû Mmh le mh. faire comprendre pour, que ça passe bien. Hem et en vrai, il y a pas eu de partir en voyage solo. Tu vois, c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai investi 25 000 € sur moi et oui, ça m'a fait peur. Oui, s ouais, je me suis chié dessus en vrai quand tu vides ton compte en banque pour investir dans un accompagnement. Mais tu sais que tu vas avoir un taux de financement, bah, cette peur, c'est normal parce que le risque n'est pas zéro, c'est sûr. Mais tu vois, même ça me fait moins peur de vider mon compte en banque que de partir en voyage solo. Parce que c'est ma personnalité, en fait, je suis ultra introverti de base, pas insociable, mais introverti. Je suis ultra timide, genre le mec quand je passe à l'oral en cours, je suis commence avec ma feuille et je tremble comme as, tu vois? Et Mmh. je deviens rouge et tout, je tremble, enfin, je bégaye, je fais n'importe quoi parce que je suis comme ça. Et par exemple, je savais que partir en voyage seul, c'est ce qui allait changer ma vie parce que j'allais apprendre trop de choses, humainement parlant. Donc je dirais que un, arrêter les cours et 2, du coup, ce qui m'a amené à le faire, partir en voyage seul. OK, super intéressant. Dernier petit sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Il y a un mot que je sors très régulièrement parce que je fais un podcast et c'est pas pour rien. Je ferai une vidéo bientôt sur le sujet d'ailleurs, sur cette chaîne qui sera probablement présent au moment où les gens l'écoutent, sur le pourquoi de ce podcast. C'est le mot curieux. Je suis quelqu'un de curieux, c'est pour Curieux. ça que je pose des questions. Heu et du coup, cette notion de curiosité, j'aimerais bien savoir ce qu'elle représente chez toi ou pas. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de curieux? Ouais, ouais, ouais. OK, et pourquoi est-ce que tu es curieux? Pourquoi est-ce que je suis curieux dans le sens où, pour quels éléments je suis curieux ou pourquoi, juste Non, même pourquoi? pas. Genre, c'est quoi la raison pour laquelle tu considères que tu es quelqu'un de curieux? En vrai, j'ai la soif d'apprendre. J'aime trop apprendre des choses et multicurieux, bon, on y revient à ma personnalité qui est multicurieuse. Je kiffe trop apprendre des choses, tester des choses différentes, partir dans des endroits et tout, tester, expérimenter et du coup, j'ai tout le temps envie de tester, en fait et Mmh. c'est cette curiosité-là, on va dire, que j'ai, en fait. On pourrait dire que je suis curieux. C'est vraiment tester différentes choses, expérimenter, que ce soit sur l'aspect business, l'aspect perso, peu importe. Juste, tester différentes choses et expérimenter, quoi. Et hem et du coup, les personnes qui ne le sont pas, il y a des gens qui ne le sont pas, qui sont pas curieux. C'est quoi ton avis dessus, sur ces personnes-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense si tu pas curieux, tu rates des choses. Tu gâches en vrai des opportunités. Parce que des C'est-à-dire? fois, il y a des choses qui vont se présenter à toi, qui vont arriver, des moments qui vont se passer, des personnes qui vont être sur ton chemin, tu vois? Et des fois, faut accepter de saisir ces opportunités et de les prendre. Encore une fois, ça peut être des moments, des situations, des personnes, des choses qui se passent, tu vois? Et je pense que c'est dommage de pas être curieux parce qu'au final, tu te fermes à des potentielles opportunités qui pourraient t'amener beaucoup plus loin. C'est un peu comme le train qui arrive, tu vois? Et c'est soit tes bagages avec toi et tu prêt à le prendre, soit tu le prends pas, tu laisses passer. Bah, des fois, je pense que c'est important de prendre le train, d'être curieux pour le prendre, en fait et expérimenter. Ne pas être curieux, c'est manquer des opportunités. C'est ça. Mon avis en populaire sur la question de la curiosité, c'est que quand tu es pas curieux, hem, tu es surtout moins intelligent. C'est, Jacques Brel qui disait, «La bêtise, c'est de la paresse». C'est se lever le matin et se dire, «Ça me suffit». C'est, considérer que, tu ne te dis pas que, tu sais pas assez de choses, tu fais pas assez de choses, tu découvres pas assez de choses, et je trouve que c'est complètement vrai. C'est vraiment cette idée de: «Bah, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre», et beaucoup de gens, et c'est très intéressant parce que tout à l'heure tu sortais, j'ai relevé ça, bah, j'ai arrêté l'école mais du coup, il fallait quand même que je travaille, et en fait, le mot que tu voulais vraiment dire, c'était: «Faut que j'étudie, faut que j'apprenne».
Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on est des éternels étudiants et en particulier quand on entreprend, beaucoup de gens se disent: «J'ai plus grand chose à apprendre à part mon expertise» et c'est faux en fait. On a énormément de choses à apprendre, et je trouve que enfin, c'est aussi l'intérêt de ce podcast, tu vois? C'est de poser des questions pour permettre à des gens qui nous écoutent d'apprendre des choses, d'autres gens qui ont appris eux-mêmes. Effectivement, cette notion de la curiosité, elle est hyper importante aussi d'un point de vue purement opportunité, très concret, tu vois? Mais je trouve que ça développe aussi l'esprit et c'est le but de ce podcast, c'est justement d'être curieux de sujets, qu'on traite, pas forcément assez, heu, parce que ça potentiellement, ça élève un peu l'esprit. Hem et justement, on arrive un peu à la fin de ce podcast. Est-ce que, avant de te poser, les deux petites questions que je pose, toujours en fin de podcast, il y a un sujet, un avis impopulaire, une anecdote, quelque chose que tu as envie de partager, que tu as pas pu faire et qui te tient à cœur? Mmh, en vrai, je pense que j'étais quand même bien transparent. Mmh mh. Je parle jamais, je vais pas te mentir, hein, je parle très peu de mon parcours, de comment même d'amour, hein, de comment je me sens et cetera, parce que c'est une chose qu'on exprime, très peu, chez nous. En tout cas moi que j'exprime très peu, que je montre beaucoup, mais que j'exprime très peu, que je parle très peu, tu vois? Donc en vrai, je dirais que là, j'ai un peu dit, ouais, tout ce que j'avais à dire. Je sais pas Trop s'il y a cool. autre chose qui pourrait me passer à l'esprit, honnêtement. Bah, écoute, la dernière question le fera peut-être. J'ai 2 questions que je pose toujours à la fin de chacun de mes podcasts. La première question, elle a pour objectif de me permettre de le développer encore plus et d'avoir des invités toujours plus intéressants. Et donc je vais faire appel à ton aide. Est-ce que parmi toutes les connaissances, toutes les personnes que tu connais autour de toi, que ce soit des clients, des connaissances business, des gens que voilà, que tu côtoies ou que tu connais de loin, il y a une personne que tu aimerais entendre sur ces sujets-là qu'on n'entend pas assez, c'est-à-dire qui parle, potentiellement très régulièrement de son expertise, de son activité, de ce qu'elle fait au quotidien ou au contraire trop de dev perso un peu abstrait et que tu aimerais entendre sur des sujets qui sont à la fois plus concrets mais pas trop abstraits, hem et qui potentiellement a une certaine audience et qui du coup pourrait, intéresser son audience sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des gens auxquels tu peux penser, une personne ou plusieurs, qui pourraient coller avec cette description? Une personne qui n'a pas forcément une grosse audience, Mmh. dans le street, toujours dans le street, du coup, c'est un de mes clients, dans le street, on va dire, qui est assez connu, enfin, les gens le connaissent. C'est un réseau très proche, hein, le street workout avec calisthénie. Mmh. Il fait de la compète, c'est un athlète aussi, tu vois? Il a fait des compètes et cetera et même champion de France, hein, je dis pas de la merde, champion de France une fois et OK, hem et ce mec-là, il a beaucoup de choses enfin, moi, du coup, vu que je l'ai vu en physique, je sais qu'il a beaucoup de choses à partager, effectivement. Je OK. sais qu'il a beaucoup de choses à partager et moi, c'est justement, c'est en par exemple, en ligne, quand je le coachais en ligne sur son business, j'ai pas vu, en fait, tu sais, ça son intellectualité et cetera, ce qu'il pensait, son mindset, j'arrivais pas à le percevoir, Mmh. à le capter à OK. 100. Le jour où je l'ai vu en physique, j'ai compris que c'était une personne extrêmement intelligente émotionnellement et qui avait une capacité de débattre sur un sujet ou d'explorer un sujet, de développer un sujet pendant, pendant je pense plusieurs heures, ouais, facile. Enfin, OK. vraiment il a une capacité de réflexion et de se poser des questions que moi, par exemple, j'arrive même pas à avoir, qui est énorme, hein. Comment il s'appelle? Lucas. Enfin, du coup, sur Insta, c'est Kaneki SW, mais c'est Lucas. OK, très bien. Bah, écoute, on se redit ça après. Hem, 2e et dernière question de ce podcast et tu as évidemment le temps d'y répondre parce qu'elle va te demander un tout petit peu de réflexion. Si tu savais que tu allais devenir muet pour toujours et dans 60 secondes, quels seraient les derniers mots que tu voudrais partager au monde? Bon, ça va être considéré comme bullshit, comme déjà vu, déjà entendu. Peu C'est importe. mais c'est vraiment mon avis. Bah, en fait, ça résume un peu tout ce que je t'ai partagé dans l'appel, hein, en étant full transparent avec toi. C'est vraiment, fais-le. Mais fais-le, ça a une signification bien plus profonde que juste fais-le. C'est, prends cette décision, fais ça qui te fait peur, prends ton sac, pars en voyage, fais du stop dans toute la France, en Amérique, ce que tu veux, genre casse-toi quelque part, fais un truc. Genre juste fais-le, en fait. Moi, fais-le, c'est ce que je me dis de faire depuis maintenant, quelques années. Moi, je suis encore jeune, hein, j'ai beaucoup de choses à apprendre, à faire, à découvrir. Mais je sais que depuis mes 13-14 ans où j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux et à entreprendre des projets, où j'ai commencé à du coup monétiser, hein, parlant d'argent, sachant que j'ai commencé encore plus jeune, bah, c'est vraiment, ouais, d'avoir fait les choses, essayer, tester, des choses qui me faisaient peur, des projets, en fait, à chaque fois juste de faire. Juste faire, en fait. Passer à l'action. En fait, tu vois, le multicurieux là dont je te parlais, de ma personnalité, il faut être curieux, il faut faire les choses, il faut s'intéresser. C'est trop important. Trop bien.
Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast et pour ce dernier partage. C'était Ethan dans Deep Talks et puis, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Hyper intéressant, hyper nourrissant. Bah, merci à toi pour l'invitation et en tout cas, ouais, c'était super cool, hein, à refaire.